quand on revient toujours différent en fait. On a appris sur soi. J'aime beaucoup parler de ça, quand je pars en solitaire faire la traversée du Haut-Atlas. C'est ma première expédition en solitaire, donc vraiment, je me suis découvert de l'intérieur. J'ai appris à vivre la solitude, mais dans l'ennui, dans le bon sens du terme. Et je trouve que quand on se connaît bien, on va être bien meilleur avec les autres. Bienvenue sur Les Frappés, le podcast sur le dépassement de soi et l'aventure. Je suis Loïc Blanchard, entrepreneur, coach et préparateur mental certifié. J'ai été pendant plusieurs années sportif de haut niveau en judo avant de quitter les tatamis pour me consacrer à des sports de plein air comme le triathlon ou partir m'évader sur des treks engagés. Récemment, je suis devenu finisher de la PTL, un ultra-trail de 340 km autour du Mont Blanc organisé par l'UTMB. Depuis la création des Frappés en 2020, j'ai 2 objectifs. Le premier, c'est de vous faire découvrir des univers fascinants, qui font rêver. Avec mes invités, on ira naviguer sur toutes les mers du monde. On participera à des expéditions dans les régions polaires ou en Himalaya. On découvrira l'envers du décor de l'entrepreneuriat et du sport de haut niveau. Et on partira en mission avec des membres des forces spéciales. Le deuxième, c'est de vous aider à croire en vos propres rêves et à passer à l'action grâce au partage de ces invités exceptionnels. On sous-estime largement ce dont on est capable physiquement ou mentalement et je suis convaincu qu'une petite conversation peut déboucher sur de grands changements. On a en moyenne 4000 semaines à vivre sur Terre, alors autant les vivre à fond. Vivre de ses aventures une fois son diplôme d'ingénieur en poche, c'est le choix qu'a fait Gaël Meunier, mon invité de la semaine. À 26 ans, Gaël a déjà plusieurs aventures originales derrière lui. Il a pédalé de Lyon à Istanbul, il a skié en Suède dans le parc du Sarek, il a passé 55 jours dans le Haut-Atlas marocain avec sa jument Fniouna, et plus récemment, il a traversé les Alpes en parapente de la Slovénie jusqu'à Nice. Alors, il y a vraiment 2 messages que je retiens de cet échange. Le premier, c'est qu'il est souvent bénéfique de marquer des temps de pause pour se relire, comme dit Gaël. Et le second, c'est que sans avoir toutes les cartes en main, on peut se lancer et vivre des expériences qui nous transforment. Attention, vous pourriez bien partir à l'aventure à la suite de cet épisode. Excellente écoute à vous les frappés. Bienvenue Gaël sur le podcast. Merci. Ravi de te recevoir. Je suis super curieux parce que quand tu m'as contacté, que tu m'as expliqué ce que tu faisais, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que cette dinguerie ? Il faut absolument effectivement qu'on échange autour d'un épisode sur le podcast. Donc, écoute, ce que je te propose, c'est de commencer peut-être par te présenter dans les grandes lignes, nous expliquer qui tu es et puis ce que tu as fait plus récemment surtout. Je m'appelle Gaël Meunier, j'ai 26 ans, j'ai fait une école d'ingénieur et après mes études, je suis parti pendant 1 an avec des copains faire différents projets sportifs. Donc 5 challenges, c'était plutôt une année sabbatique on va dire. Donc on avait fait Lyon-Istanbul à vélo, après on a fait du ski nordique, du ski de rando en Suède, après on a fait de la survie et un trek entre la Macédoine du Nord, l'Albanie et la Grèce. Plus récemment, je suis parti faire la traversée des Alpes en parapente. Et aujourd'hui, du coup, depuis ces 5 challenges-là, j'ai décidé d'essayer de vivre de mes aventures. Donc, avec la première partie, c'était de faire un documentaire parce que je m'étais renseigné avec d'autres aventuriers pour savoir comment ils faisaient pour vivre. Et on m'avait dit qu'il y avait plusieurs options, conférences, films, documentaire, intervention. Et du coup, j'ai pris l'option de faire un film. Et je suis parti faire la traversée du Haut-Atlas marocain à cheval, en solitaire. C'était mon premier voyage en solitaire. Et j'en suis revenu tout changé. Et puis depuis, ça a continué. Excellent. J'allais dire ça fait rêver, mais comme toujours, j'imagine que, on va en parler. Il y a certainement des aspects qu'on voit pas qui sont moins fun, notamment sur l'aspect financier, etc. Mais bon, on va en parler. Mais en tout cas, excellent comme introduction. Et tu dirais que ça a été quoi l'appel de l'aventure justement ? Qu'est-ce qui fait que tu t'es lancé dans ces défis juste sorti d'école d'ingé et que tu as continué derrière ? La première étape, c'est j'ai fait une école d'ingénieur qui s'appelle l'ICAM, et à l'ICAM on nous propose l'expériment. L'expériment, c'est 4 mois entre la 3e et 4e année où on va partir faire un projet qu'on prépare toute l'année avec un fil rouge. Il y en a qui partent faire le Cap Nord à vélo, il y en a qui vont faire du kayak en Corse, il y en a qui vont faire des projets sportifs ou non. Il y a quelques règles, c'est d'être à plus de 800 km de ses parents, passer 1 mois tout seul sans personne qu'on connaît et faire un peu d'humanitaire. Et moi, ça, je l'ai pas pu le faire parce que je suis passé en alternance après mes 2 années de prépa, parce que j'avais envie de gagner ma vie, parce que j'avais envie de monter un peu dans ce côté entreprise. Du coup, j'ai pas eu l'occasion de faire ça.
Et j'avais un super ami qui était avec moi à l'ICAM, lui qui est resté en intégré. Et un jour, je suis arrivé dans sa chambre avec 2 cartes du monde et je lui ai dit, bon, on fait quoi? On part où? Et je lui avais déjà parlé du fait de faire un tour du monde après les études. Et finalement, bah voilà, de fil en aiguille, on a créé le projet Aventure et on s'est lancé ces challenges-là. C'est juste génial ce concept-là de... Comment tu dis? Experiment, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et ça, j'ai jamais entendu ça. En tout cas, moi, j'ai fait une école de commerce et c'est pas du tout. Alors, il y a des assos, etc., mais c'est pas du tout quelque chose qui fait partie du programme. C'est un peu la norme dans les écoles d'ingé ou c'est l'ICAM qui a un positionnement Non, c'est une spécial? particularité de l'ICAM. Dans les écoles d'ingé, ce qui est obligatoire, c'est de faire 6 mois à l'étranger. Ouais. Euh, donc moi, j'ai pu partir, par exemple, je suis parti en Inde en prépa, je suis parti après 6 mois en Autriche pendant mon école. Donc déjà, j'avais 1 an de ça, plus en alternance, du coup, j'ai quand même pu faire l'Autriche, mais j'ai fait aussi 3 mois à l'étranger dans une entreprise. Donc ça, c'était chouette aussi. Et en plus de ça, quand on est en intégré normal, bah, on est obligé de faire l'expériment. Waouh. C'est quelque chose qui est Exceptionnel. obligatoire et qui est un peu spécial de l'ICAM. Souvent, les élèves viennent aussi pour cette partie-là parce Ouais. que oui, ça fait rêver, ça ouvre des portes. En fait, les gens reviennent changer. Euh, L'ICAM, il y a aussi une particularité, c'est la relecture. Donc, c'est apprendre à savoir prendre du temps pour se relire et savoir où on va. Et moi, c'est quelque chose que je fais encore au quotidien, quoi. C'est quelque chose qui est important pour moi, c'est de parfois relever la tête du guidon parce que je vois que c'est pas le bon endroit, c'est pas là où je veux aller et en fait me remettre les bonnes bases et puis me diriger dans le bon sens, quoi. Et j'allais te demander justement, qu'est-ce que tu penses que, alors même si toi t'as pas pu le vivre de manière, dans le cadre du cursus, de manière organisée, mais par rapport à tes potes qui eux ont pu le faire, ou même toutes les aventures que tu as vécues finalement, peut-être quelques années après, mais encore assez jeune, tu dirais que c'est quoi de ton point de vue, le bénéfice pour celles et ceux qui peuvent avoir un cursus comme ça, de vivre ce type d'expérience assez jeune, c'est quoi les bénéfices, tu penses? Ouais, bah à la fois c'est quelque chose qui est pas c'est pas des vacances. Ils partent pas en vacances. C'est Ouais, un ouais. projet, donc c'est une organisation. Donc il y a toute cette partie-là que moi je trouve géniale, c'est création d'un projet, gestion de projet, et ça qui a ce côté ingénieur. Donc c'est vraiment prendre des tips, apprendre à bien gérer ses projets. Et, l'autre partie c'est que c'est personnel, donc c'est un rêve en fait. C'est eux qui vont créer leur rêve et ils vont prendre du temps pour réfléchir à ce qu'ils veulent faire. Et ça c'est quand même hyper bénéfique. Déjà, c'est hyper motivant en fait pour les élèves de se dire bah je vais réaliser un rêve, quoi. Donc parfois c'est des gens qui avaient des rêves avant qui ont pu le réaliser, d'autres qui n'avaient pas encore de rêve, mais du coup ils ont réfléchi à avoir un peu plus de créativité. On a des cours de créativité aussi pour ça, pour se mettre dans un milieu où bah voilà où on est prêt à prendre des tips, à réfléchir avec les autres, écouter les autres et puis après se lancer dans son propre rêve. Donc ça, je trouve ça génial. Et puis après quand on part, bah quand on revient toujours différent en fait. On a appris sur soi. Moi, j'aime beaucoup parler de ça. Quand je pars en solitaire faire la traversée du Haut-Atlas, c'est ma première expédition en solitaire. Donc vraiment, je me suis découvert de l'intérieur. J'ai appris à vivre la solitude, mais dans l'ennui, dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'on a une pensée qui passe, on la cogite, on la travaille, on la prend, et puis en fait, on est là, c'est nous, quoi. Et on vit vraiment humainement soi. Et je trouve que quand on se connaît bien, eh ben, on va être bien meilleur avec les autres. Ça va être beaucoup plus facile, même dans un milieu d'entreprise, en fait, quand on se développe humainement, personnellement, on va être comme on se connaît, on va être meilleur avec les autres. Il faudrait presque que le modèle de l'ICAM en termes de cursus soit obligatoire un peu partout parce que franchement, ouais, c'est quand on t'entend. Enfin, je suis assez convaincu, d'accord avec toi. Tu vois, c'est juste exceptionnel comme opportunité de pouvoir vivre des expériences comme ça jeune. Et comme tu le disais, c'est pas des vacances, donc c'est Ouais, surtout ça. C'est là où c'est intéressant. C'est peut-être justement parce que c'est des vacances qu'on en revient grandi. Parce que c'est pas des c'est bien, vacances, pardon, qu'on en revient grandi. bah ouais, complètement. Parce que, enfin, même moi qui fait ça aujourd'hui presque au quotidien, on va dire, j'ai besoin de vacances. Euh, Ouais. En dehors de ça, parce que j'ai besoin de mes potes, j'ai besoin de, voilà, je suis quelqu'un qui se ressource avec ses amis, on va dire. Mon frère il dit souvent, il y a deux types de personnes, il y a ceux qui se ressourcent seuls et ceux qui se ressourcent en groupe. Et moi, c'est mes potes, c'est ma famille qui me permet de recharger les batteries et puis après la redépenser quand je vais tout seul, quoi. Et il y en a, c'est le contraire. Et du coup, ouais, c'est sûr que c'est quelque chose de moi enfin, que je trouve que j'adore parler parce que moi, je l'ai fait en dehors de l'ICAM, mais quand c'est obligatoire à l'ICAM, les gens qui viennent pour ça, c'est génial. Ceux qui connaissaient pas et qui arrivent et on leur dit tu fais ça, et ben
ils reviennent transformés en fait. Et tout le monde le dit en fait. Ce qui est cool, c'est que c'est les élèves qui le disent. C'est les élèves eux-mêmes qui se le disent sur eux-mêmes. Ouais. Enfin, les autres aussi le remarquent, mais c'est pas l'ami qui va dire ah t'as changé quand même. Non, c'est soi-même. On se sent grandi quoi. Excellent. Excellent. Donc, si on fait un petit résumé, donc tu le disais, hein, toi, tu as fait le choix de l'apprentissage, donc c'est-à-dire que tu étais encore étudiant à l'école et en même temps en entreprise. Donc, il y a voilà, cette partie-là du cursus, t'as pas pu la faire. En revanche, donc si j'ai bonne mémoire, ça fait que 8 minutes qu'on parle, mais donc c'est une fois diplômé que tu es parti faire cette année, en gros sabbatique, avec des potes de l'ICAM. Vous avez vécu vos 5 aventures, c'est ça? Ouais, enfin je dis 5, on en avait 5 en tête et on en a fait 4 parce qu'on est parti pendant la période du Covid. Ah oui. Euh, donc en fait la première étape c'était Lyon-Istanbul à vélo. Enfin normalement c'était Lyon-Monténégro-Nice à vélo. On devait faire un tour et ensuite enchaîner sur le tour de la Corse en kayak. On était 4 pour Excellent. ce projet-là. L'idée c'était c'est en fait le projet aventure on l'a créé à 3. Il y avait Albé, Com et moi. Albé qui était celui avec qui j'ai apporté les cartes et Com un autre beau copain qui s'est rajouté au bout de 6 mois. En discutant il a dit ouais je suis chaud. Et ensuite, on avait Henri Ternon, qui lui avait comme projet de faire un gros projet en vélo pendant son expériment, mais qui s'est cassé enfin qui a eu une fracture, du coup qui a pas pu faire ça. Et on lui a proposé, il nous a dit bah oui, c'était un rêve aussi, donc je suis chaud pour le faire. Je prendrai le temps de le faire et donc c'était cool de l'avoir aussi avec nous. Et donc là, on est parti. Au début, du coup, on est parti pour Lyon, Monténégro, Nice. Euh, toutes les 2 semaines, les frontières fermaient derrière nous. C'est-à-dire il y avait le Covid qui arrivait et on arrivait à avancer, mais pas. On voyait bien que si on rebroussait chemin, c'était fini quoi. Du coup, on avance jusqu'à la frontière du Monténégro et là, on se dit qu'est-ce qu'on fait. Soit on pouvait rentrer en bus et essayer de tenter la traversée, enfin le tour de Corse en kayak, mais on n'était pas sûr de le faire avec le Covid, ça allait sûrement être compliqué. Soit on faisait d'autres choses et puis on nous avait envoyé un message sur Insta d'un gars qui nous avait dit mais pourquoi pas aller à Istanbul. Nous on avait rigolé au début quand il nous avait dit ça et en fait on a regardé sur une carte, on a regardé le timing qu'on avait, c'était un peu plus du double mais comme si on enlevait l'aventure kayak on aurait le temps pour le faire et on s'est dit ok bon bah banco on y va. Et la première étape c'était de passer au Monténégro. Parce que le Monténégro c'était marqué sur internet fermé, compliqué avec le Covid et on s'est dit on pourra jamais passer. Et moi ce jour-là j'avais cassé un rayon et j'avais des rayons un peu particuliers. Du coup j'ai dû faire un aller-retour à Split en Croatie en stop. Et eux ils sont passés, ils ont essayé de passer. Et ils disaient mais de toute façon on essaye, on t'attend et au pire si ça passe bah ça passe, si ça passe pas ça passe pas. Et ils y sont allés. Moi j'ai pas reçu de message, je suis revenu à la frontière. Là j'ai reçu un message des potes qui disaient on a réussi à passer. Moi il était minuit, je suis arrivé à la frontière, j'ai passé la frontière, je les ai retrouvés et c'était la fête. Et on s'est dit ok c'est bon c'est parti quoi. C'était la dernière frontière compliquée parce qu'après les autres frontières étaient encore ouvertes. Le Covid n'était pas encore arrivé là-bas donc on a fait ok c'est parti. Et donc, après le Monténégro, c'est quoi l'itinéraire pour aller à Istanbul à vélo? C'est Albanie, Kosovo? Ouais, bah, Macédoine du Nord, Albanie. Non, on a fait Albanie, Bulgarie. La Grèce était fermée, on voulait passer par la Grèce. Finalement, c'était fermé. Du coup, c'est pour ça qu'on a pris la Bulgarie et Bulgarie, Turquie. D'accord, Et ok. on est arrivé. Bah, le but c'était d'aller aux frontières de l'Asie, donc à Istanbul. Et là, vous aviez une expérience de vélo dans le groupe ou pas vraiment? Bah, oui et non. On était à Grenoble tous les trois en alternance et eux, c'était en stage. Donc on pratiquait quand même pas mal de sport. On faisait du vélo, mais on est parti avec des vélos de route. On est parti le plus léger possible avec des sacoches. Moi, j'avais rajouté des petites barres en fer parce que j'avais un vélo carbone et j'avais rajouté des barres pour le solidifier, tu vois. Vraiment, c'était la baroude un peu, quoi. Mais ça nous ressemblait aussi. On est un peu comme ça. Voilà, on n'est pas pro et voilà, on aime bien être comme ça. Donc, et on n'avait jamais fait de 3 jours à vélo ensemble en fait. Et avec Henri Ternon, lui, il avait fait beaucoup de sport quand il était jeune. Il était en sport-études, en triathlon. Du coup, c'est lui qui nous a rincé sur tous les équipements de vélo. Voilà, les habits, etc. C'était grâce à lui. Mais derrière, on a découvert un peu sur le tas. Moi, j'ai dû changer au milieu mon porte-bagages qui a cassé parce qu'on avait pris du matos comme ça. Et en fait, ouais, c'est ça aussi, c'est l'aventure, c'est de se dire, bah, on prépare pas tout, on verra bien comment ça se passe. Nous, on voulait faire Lyon-Monténégro-Nice, finalement, bah, on est arrivé à Istanbul. Du coup, on a pris plein de chemins. En fait, arrivé en Albanie, c'était complètement différent.
On arrive dans un pays où les routes, c'est des chemins. Enfin, les endroits qu'on prenait, nous, on utilise une application qui s'appelle Maps.me, que pas mal Ouais. de voyageurs utilisent. Et on prend les routes jaunes à chaque fois. Les routes jaunes, c'est les nationales presque. Et sur place, les routes jaunes, c'était des chemins. Du coup, on a dit, bon, on prendra peut-être plus les routes jaunes sur Maps.me. Mais c'était rigolo. Du coup, on est arrivé dans des chemins en terre, avec nos vélos, nos super vélos de route, quoi. Mais c'était ça aussi. On a crevé, on a eu des rayons cassés, mais c'était l'aventure et c'était ça qui était cool. Et alors, le carbone pour faire du bikepacking, tu recommandes ou pas? Moi, j'en ai pas souffert. Euh, Ok. donc, j'étais content qu'il soit tout léger. Ouais. Mais j'ai dû lui mettre, oui, il était pas content en venant, quoi. Ouais, tu m'étonnes. Ok. Donc Lyon-Istanbul, avec en fait le Monténégro c'est au milieu, hein, c'est ça quasiment. Ouais, Je regarde c'est sur ça. plan là, C'est même un peu avant en termes de kilomètres. ok. Euh, Parce que, ouais, vraiment, nous, c'était le milieu parce qu'on devait rentrer à Nice. Et en niveau timing, fallait qu'on ait un peu plus de temps que la première partie. Mais comme on n'a pas fait le kayak qui prenait 30 jours, bah, on a pu prendre ce temps-là pour aller jusqu'à Ok. là-bas. Et donc vous avez mis combien de temps au total? Alors, c'était 5 400 kilomètres en 2 mois et demi. Oh punaise. Ok. Je crois, on est parti le 1er octobre, tu vois, et on est rentré le 17 décembre. Excellent. Et tu dirais, parce que c'est quand même c'est intéressant cette décision un peu à la volée au Monténégro au dernier moment de dire boum, bah en fait on double quasiment le trip. Tu dirais que ça a été quoi l'impact du groupe dans la décision? En fait, on double pas le trip parce qu'on devait faire le retour, entre guillemets. On devait Oui, rouler oui. jusqu'à Ah à oui, Nice. c'est-à-dire que là, à Istanbul, oui, après vous êtes rentré en avion, j'imagine, c'est ça? D'accord, Non, ok. Non? pas trop avion, nous, mais on a pris un bus pour rentrer. Ah Enfin, oui, deux ok. bus, 27 heures de bus. Mais ouais, c'était la décision. Je me souviens très bien, on était dans un bar en train de prendre un demi. On prenait pas trop de bière non plus parce qu'il fallait quand même rouler. Mais je me souviens, on était en train de réfléchir. Il y en avait un qui était aux toilettes. Et là, on se dit, ouais, on va faire ça. Et on attend qu'il sorte et on lui dit, ça te dit, on va à Istanbul? Et là, on a dit, ah, énorme, pourquoi pas? Et c'était parti, quoi. On a regardé, voilà, on a étudié le truc, en fait. Et là, moi, j'ai vachement du mal avec le mot retour. Hmm. C'est quelque chose que je voulais pas entendre. Et quand on est arrivé au Monténégro, il disait de toute façon, après, on va avoir le retour. Et parce que, en fait, mentalement, j'ai l'impression que ça nous met dans une situation où on se dit, bah, on est en train de rentrer. Et comme je kiffe tellement le moment, j'ai pas envie de me mettre dans cette situation-là. J'ai envie que le retour, bah, ce soit, enfin, quand la fin, ce soit vraiment euh, le feu d'artifice, quoi. Du coup, le fait qu'on aille jusqu'à Istanbul, ça, pour moi, c'était mieux mentalement. J'ai kiffé et c'était vraiment le moment où on a eu le plus d'aventure en fait, le côté un peu plus inconnu. Parce Ouais. que l'Europe jusqu'au Croatie, c'est encore des routes classiques, c'est encore des gens qui parlent bien anglais. Voilà, on n'est pas forcément dépaysé, même si on l'est un peu. Mais après, l'Albanie, la Turquie, la Bulgarie, c'est des pays complètement différents des autres et dans lesquels voilà, moi j'ai tellement adoré découvrir aussi ces gens-là, quoi. T'as une anecdote peut-être sur ces pays-là, au-delà des routes nationales qui sont des chemins? Il y a un truc rigolo qu'on a mis dans notre documentaire de Lyon à Istanbul, c'est qu'en Albanie, il y a des robinets dans les rues et qui sont vraiment à l'air libre. Et nous, c'était un endroit où on se brossait les dents régulièrement. Et je trouvais ça trop rigolo de dire, bah, l'Albanie, ouais, il y a toujours des robinets, quoi. On peut toujours se brosser les dents. Excellent. Mais sinon, Excellent. ouais, en Donc, Albanie, bah, une autre anecdote, c'est les chiens. Enfin, que ça soit en Albanie ou après, les chiens, c'est drôle, mais faut savoir faire attention. Quand tu vois trois gros bulldogs qui arrivent à fond dans un champ et que nous on est en train de monter, on se dit bon, qu'est-ce qu'on fait, les gars, c'est parti, on y va. Et là on pédale, on pédale, on pédale. Et le but c'est qu'ils nous arrivent pas. Et parfois on prenait des cailloux pour juste leur faire peur. Le mieux c'est de leur faire peur. Tu lèves les bras et ils se cassent. Mais quand t'es sur un vélo, tu peux plus leur faire peur. T'as juste ton pied pour leur faire mal, mais pas leur faire peur. Donc voilà, vaut mieux accélérer que de se prendre un petit coup de niaquage, quoi. ouais, ouais. Je crois que c'est Sofiane, j'oublie systématiquement son nom, qui fait de l'ultra.
qui a encore gagné la Silk Road cette année, qui, je crois l'année dernière, ça te dit quelque chose, Sofiane Seili? Non. Ça te parle? Non? C'est un cycliste, un ultra cycliste français Ouais. qui gagne des courses, enfin genre la Silk Road, tu vois, des courses vraiment mais très 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 longues, et qui l'année dernière s'est fait mordre par un chien et ça l'a mis au fond du trou en fait. Ah Morsure de putain, ouais. chien, même en le traitant vite, tu vois, tu peux choper des trucs pas terribles. Ouais. Et ouais, je me rappelle de ça, il disait qu'il était mais complètement, ça l'avait mis KO. Donc voilà. Ouais. Attention aux chiens si vous partez d'abord au Monténégro, puis finalement à Istanbul à vélo. Faut faire gaffe aux chiens. Ok, trop bien. Donc 2 mois et demi cette première aventure. La Corse, donc ça passe à la trappe à cause du Covid, le Tour de C'est Corse en ça. kayak. Ok. Ouais. Ah, j'aurais bien aimé que tu nous. Ah, c'est dommage parce que c'était un truc que j'avais en tête à un moment et que j'ai jamais encore concrétisé. Donc c'est prévu que vous le refassiez à un moment donné ou? Bah, moi, j'étais peut-être seul, je m'étais dit. Ok. Euh, J'avais préparé un peu le truc, mais finalement, je suis tombé dans un autre projet. Donc, mais je me suis dit pourquoi pas de le refaire. Donc, ouais, Et là, c'est l'idée, rigolo. c'était vous alliez louer le matos directement en Corse, les Ouais, on kayaks, avait déjà trouvé etc. un gars qui nous prêtait même les kayaks. On Ah ouais. avait une journée avec le même gars qui nous apprenait à bien gérer les trucs, savoir faire demi-tour, si on tombe dans l'eau. Esquimotage. Parce que le but était d'avoir les kayaks fermés là. Ouais. Il nous avait conseillé ça, ça va plus vite, on peut mettre du matos facilement dedans. Voilà. Nous, on n'avait pas de grosse expérience là-dedans, mais c'était un challenge aussi, quoi. Ok. Trop bien. Et donc, une fois qu'il y a eu le retour d'Istanbul de fait, en 27 heures de bus, l'aventure d'après, ça a été quoi? La première aventure d'après, c'est d'acheter un van et de l'aménager. Ok. Donc ça, c'était jusqu'en février. Et ensuite, on est parti en Suède. Donc là, on avait 2 projets. Un projet sur le long terme, on va dire, c'est de faire du ski de rando, globalement dans les montagnes là-bas. Nous, on voulait partir en Norvège, dans les Lofoten, mais finalement, bah, pas possible avec le Covid. Donc la Suède était complètement ouverte, donc ça c'était cool. Même si sur la route, on arrive par le Pays-Bas, et en fait, on pouvait pas rentrer en Suède par le Pays-Bas. Mais par contre, on pouvait rentrer par l'Allemagne. Donc nous, on a fait 600 kilomètres en plus pour aller prendre un bateau et traverser, alors que c'était et pour se retrouver de l'autre côté, quoi, je sais pas combien de kilomètres à côté, quoi. Se dire merde, mais c'est complètement con. C'est du bon sens, mais eux, ils ont pas forcément cet idéal du bon sens, c'est plus les règles qui marchent aussi dans certains milieux, quoi. Mais moi, ça m'a paru bizarre. Mais du coup, on a fait le tour, on est quand même rentré. Et là, on est arrivé en Suède. Et là, du coup, il y a 2 projets. Le ski de rando, donc globalement, on a fait plein de ski de rando un peu partout. Et ensuite, on a fait aussi 20 jours en autonomie totale avec des traîneaux, des poulkas dans le Sarek. Trop Je sais bien. pas si on t'a déjà parlé un peu du Sarek. Ouais. Yes. Bah, j'en ai pas mal parlé avec justement, on discutait en off là, avec les gars de Arctic Fools qui ont fait leur première expédition là-bas. Et moi j'avais fait, alors je sais pas si la Kungsleden, enfin le Kungsleden descend jusque Ouais, il en passe, il Sarek, passe je à un sais plus. moment donné à Il y côté. passe, ouais, mais je sais pas. Moi je m'étais arrêté à mince, comment ça s'appelle, Fjallraven. Donc je crois que j'étais pas descendu jusque dans le Sarek, mais ouais, magnifique là-bas, non? Ouais, incroyable. Voilà, les 20 jours, c'était un truc de fou pour nous. Bah, déjà, faire 180 sandwichs pour préparer préparer le projet, tout en autonomie. Donc, avant de partir, on avait fait du déshydraté. On avait acheté une machine qui sèche les aliments. Donc, on s'était amusé avec différents aliments. On avait essayé les œufs, mais ça marche pas. Les patates, ça marche pas. Après, on avait les champignons, les carottes, voilà, tout ce qui est pas mal à mettre dans un petit stack avec de la soupe, du couscous ou des pâtes ou du riz on avait en fait un sac par jour qu'on avait à mettre juste dans de l'eau bouillante et puis c'était fait. Pour avoir de l'eau bouillante, il fallait faire fondre la neige. Donc ça, c'était un peu un quotidien assez simple. Et on a eu en fait, on a fait 18 jours exactement. On a eu 8 jours de mauvais temps sur les 18 jours, et c'était les 8 premiers jours. Donc là, c'était un moment assez particulier, quoi. Quand je dis mauvais temps, c'est des jours blancs, c'est-à-dire qu'on voit pas la différence entre la neige et le ciel. C'est tout gris devant et c'est tout blanc par terre, donc nos yeux, ils s'adaptent très mal. Et donc là, on avait une carte papier, on avait nos GPS, mais on voyait pas grand-chose avec les GPS. Donc on se repérait avec les fins de coulées de rivières, entre guillemets, parce que c'est des rivières qui sont enneigées, mais au moins on peut les voir, les traces un peu, ouais, les combes, quoi.
Et là, on se disait, OK, on est là à ce moment-là, on vient de passer ces deux rivières-là, donc on est en train d'avancer là. Et l'idée, enfin, on s'amusait en fait avec ce côté carte papier à se repérer. Et ouais, du coup, 8 jours de mauvais temps. Pendant ces 8 jours, c'était un moment assez unique où on a eu énormément le temps de réfléchir. On n'avait qu'une chose à faire toute la journée, c'était de marcher. Et à part marcher, du coup, on est dans nos pensées, à penser à nos vies, à nos projets, à nos rêves. Et on est tous les trois ressortis de cette expédition avec différents projets, différentes choses dans notre tête par rapport à notre futur. Donc vraiment, ça a changé notre vie presque, je dirais. Ou en tout cas, ça nous a créé, on a réussi à créer des projets grâce à ça. Et je me disais, mais ça serait dingue, tous les entrepreneurs devraient faire ça en fait. Ils devraient faire, je sais pas, même ne serait-ce qu'un week-end sans téléphone. Mais là, c'est un peu plus poussé parce que la créativité, elle, elle vient quoi. T'es obligé d'être créatif en fait, sinon tu fais rien et tu t'ennuies au début, c'est chiant, mais en fait l'ennui après il est bon et tu kiffes et t'as envie de te retrouver dans cette même situation-là, d'avoir qu'à marcher, d'avoir une pensée, de la traiter et de te dire ok c'est par là et puis d'inventer un nouveau truc, de se dire ok mon projet ça va être ça, ah mais non mais ça je sais que j'aime pas trop, ok on va rajouter ça et c'était trop bon. Et qu'est-ce qui fait, tu penses, que sur le format ski de rando, Poulka, dans le Sarek, enfin, ça a eu cet impact sur vous? En tout cas, et de ce que je comprends, le vélo l'a peut-être pas forcément eu, le Lyon-Istanbul. Ouais, parce que à vélo, déjà, on était quatre. Ouais. Donc, on discute souvent, on a cet échange, etc. En ski, on était trois, mais quand t'es dans un jour blanc, qu'il y a du vent, tu te mets pas à côté de ton pote pour lui parler super fort parce que t'entends rien ce qu'il dit. Donc, on était les uns derrière les autres, on se suivait, mais du coup, on cogite quand même pas mal. En Lyon-Istanbul, on a eu des moments comme ça aussi, hein, de réflexion. Mais en tout cas, je sais pas pourquoi. Peut-être la situation d'être dans du blanc, d'être au milieu de nulle part, Hmm. d'avoir rien en fait. En fait, c'est Pas de ça, je repère. pense. On n'a rien dans le Sarek, c'est un désert de neige. T'as quelques arbres, t'as quelques rochers, t'as les montagnes. Mais à part ça, bah, t'es seul au milieu de nulle part. Alors que Lyon-Istanbul, bah, t'as tout le temps des gens, t'as envie de rencontrer, tu fais des sourires, tu dis bonjour, tu fais rire les copains, voilà, t'as plein de choses qui sont là pour te disperser un peu, quoi. Ok. Super intéressant. Ok. Et toi, du coup, par rapport à ces réflexions, quand tu es revenu de ces 18-20 jours là, dans le Sarek, euh, qu'est-ce qui avait changé? Bah, moi, c'est là que j'ai pris la décision d'essayer de vivre de Ok. comprendre comment on pouvait vivre de ces aventures. Donc c'est à partir de ce moment-là que j'ai appelé d'autres personnes qui vivaient de leurs aventures pour savoir comment ils faisaient. Comment ils faisaient. On m'avait dit, il y a plusieurs façons. Soit tu bosses en tant qu'ingé, tu poses du sans solde, mais tu préviens avant de rentrer dans la boîte que tu poseras des sans solde. Soit tu bosses un peu dans le milieu des aventures et t'en fais en plus à côté, donc dans des agences, des guides de voyage, des choses comme ça. Soit tu fais des conférences, soit tu fais des livres, soit tu fais des documentaires, soit tu fais les trois. Et donc moi, c'est à ce moment-là, je me suis dit oui, je vais lancer un documentaire et je vais essayer de partir faire cette option-là, qui m'a mené à faire aussi derrière des conférences. Et aujourd'hui, j'ai Ouais, envie d'écrire un livre, donc voilà, c'est ça qui est rigolo. trop bien. Trop bien. Et donc après le Sarek, pour terminer cette année sabbatique entre guillemets, il y a eu quoi? Donc là, on a fait 6 jours de survie et un trek entre l'Albanie, la Macédoine et la Grèce. Ouais. Et là, on n'était plus que deux. Euh, Ok. donc à chaque fois, on perdait un joueur. Bon, c'était un peu prévu à la base, mais comme on n'avait pas trop envie de faire la survie, du coup, il nous avait dit bah moi je m'arrête là à ce moment-là. Et ok, c'était très bien. Enfin, chacun avait ses envies aussi, donc c'était cool qu'il accepte de se retirer lui-même. C'est bien que la personne, si t'as pas envie de le faire, tu le fais pas quoi. Enfin Ouais, voilà, c'était ouais. ça aussi l'idée. Ok. De la survie, là, c'était quoi, un stage encadré ou on vous a appris des Non, techniques l'idée, c'était de partir avec presque rien, donc dans un endroit où on essaye de survivre. On avait 3 objectifs, donc survivre, faire un habitat stable et durable, et faire une cartographie des alentours du lieu où on était. Donc on avait trouvé sur Internet, sur Google Maps. Au début, on voulait partir en Russie, mais avec le Covid, toujours compliqué. Je sais plus comment ça s'appelle, la forêt. Il y a une grosse forêt qui existe en Russie où c'est vraiment paumé, t'as rien et t'as plein de faune et de flore, donc pour se nourrir c'était facile, entre guillemets. Enfin, je dis ça, mais je pense pas. Mais voilà, t'as plus d'éléments. Et finalement, on est allé en Macédoine du Nord.
on avait trouvé sur Google Maps un endroit où il y avait une rivière qui est donnée sur un lac. Donc on est arrivé nous vers le lac et on est remonté la rivière jusqu'à trouver un endroit. Et donc avec ces 3 objectifs d'essayer de les suivre, on avait pris avec nous une scie, des couteaux, un duvet chacun, 1 kilo de riz, non un peu de riz, plus d'1 kilo je crois, ou 1 kilo peut-être, une casserole et des cannes à pêche, le plus important. L'idée qu'on s'était dit, de toute façon, nous, on sait pas trop faire de survie. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on a pris des livres et on va pêcher parce que ça va. C'est plus facile, c'est plus commun pour tout le monde. Et donc, on s'était dit, bah, à la rivière, c'est sûr, on va avoir du poisson, quoi. Ça va être facile. Donc, on arrive là-bas, on monte la rivière tout en haut. La rivière il y avait beaucoup moins d'eau là où on était et on se pose pendant une journée et on commence à pêcher et on pêche rien. Du coup, on se nourrissait avec des orties principalement, qu'on faisait bouillir, mais on n'avait pas de sel, donc pas très bon. Au bout de 2 jours, bah, on n'en pouvait plus de manger des orties. Donc on essayait de changer un peu. On avait du blé qu'on broyait, qu'on essayait de faire chauffer. On mangeait des escargots. Et il y a un jour, le 3e jour, donc on n'avait pas encore pêché de poisson. Et Albé arrive avec une main dans le dos et il me dit Gaël, j'ai un truc à manger, c'est trop mignon, je sais pas si on va le manger. Et c'était une tortue. Et une petite tortue. Il y a plein de tortues là-bas en fait. Nous on l'avait pas remarqué, mais à ce moment-là on l'a vu et on a dit qu'est-ce qu'on fait. Et en fait on avait tellement faim, on mourait de faim. On était épuisés. Et du coup on a dit bon bah on la mange, on l'a fait bouillir, on l'a mangé. Et après coup on a compris que, quand on est revenu, on a regardé un peu sur internet et les tortues c'est un animal qui est très dangereux à manger, comme le renard, ça a plein de bactéries. Bon nous en l'occurrence on n'a pas eu de grosses maladies à cause de ça, mais voilà on a réussi à passer au-delà de ça. On a mangé aussi des grenouilles. Et 3e jour, donc on pêche. Et là, je pêche le plus gros poisson de ma vie qui faisait la taille de mon bras, un poisson-chat, et qu'on a mangé en 5 minutes. On l'a fait, on l'a mangé, c'était fini. Donc c'était cool. On avait un peu plus d'énergie déjà, mais le soir même, on avait plus d'énergie. Donc on continue à vivre un peu comme des loques, on va dire. Et ce qui est assez rigolo, c'est qu'au bout de 3 jours, notre comportement et notre mental avaient déjà changé. C'est-à-dire que au début, on a mal à la tête, on a faim, on a vraiment une sensation de faim. Et au bout de 3 jours, le mal de tête, il s'en va. Et la faim n'existe plus non plus. C'est-à-dire on est mou, on fait rien, on marche doucement, euh, mais on n'a pas faim. En fait, on est fatigué, mais on n'a pas faim. Donc ça, c'est quelque chose qui était assez fou de se découvrir aussi, voilà, humainement, personnellement, se dire ah ouais, mais en fait, ok, on arrivait à survivre. Ça, c'est quelque chose qui est sûr, c'est qu'on arrivait à survivre dans le sens où bah euh, en mangeant ce qu'on avait, on pouvait tenir longtemps. Donc on a continué jusqu'au 5e jour. On a repêché un autre poisson. On a perdu 2 hameçons. On s'est fait manger des hameçons par les poissons, donc un peu relou. On a descendu un peu plus la rivière pour arriver dans un endroit où c'était un peu plus profond, avec plus de poissons, mais toujours très peu de pêche finalement. Il y a un moment où on voit un banc de poissons passer et on se dit putain, on aurait tellement dû prendre un filet de pêche. On aurait fait sécher le poisson, etc. Et jusqu'au 6e jour, nous, le but, c'était de tenir 30 jours. Et au Ah 6e ouais. jour, voilà, ça, c'est ce que j'ai pas dit au début, mais c'est quand même important. Et en fait, au 6e jour, on a remarqué qu'on avait coupé 3 morceaux de bois. Nous, on voulait faire une maison en briques, avec des pierres, faire des vrais lits, voilà, faire quelque chose de durable qui soit stylé, qu'on puisse revenir passer du moment dedans. Et en fait, on avait coupé 3 morceaux de branches, on avait dormi 2 nuits sous la pluie. Euh, donc, on n'arrivait à rien faire par rapport à notre habitat. Niveau cartographie, on avait marché sur l'endroit à peu près là où on était, donc c'était peut-être 100 mètres d'envergure, on va dire, autour de là où on était. Donc on n'avait rien fait de spécial. Et on arrivait à survivre. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait, Albé? On n'arrive pas à avancer dans nos 2 objectifs. Le 3e, on y arrive, mais les 2 autres, on n'arrive pas. Qu'est-ce qu'on fait? Euh, et on a commencé à parler de burgers, de frites. Et là, le mental, la faim revient, le mal de crâne aussi. Et on s'est dit bon bah ok, on se donne, enfin en discutant, on s'est trouvé 3 options. Soit on va au van, on va chercher de la nourriture, on revient au même endroit et on fait nos trucs qu'on avait vraiment envie, donc construire un habitat, euh, cartographier. Soit
on reva au van, on cherche un autre lieu, on se prépare mieux niveau technique, niveau connaissance des plantes. Parce que il y a une journée par exemple où j'avais trouvé des racines qui ressemblaient à du manioc et je me suis dit waouh, trop cool, j'ai trouvé un truc, ça ressemblait même à un peu des patates et trop bien, on va pouvoir manger ça, c'est bon, on est sauvé. J'en avais pris plein partout et j'avais ramené vraiment la quantité dans mes bras et donc on essaye juste de la manger sans le faire cuire. Je goûte un peu, c'était pas très bon. Ok, du coup on le fait bouillir et on fait bouillir. Et je faisais les techniques de mycorn, c'est-à-dire que je frottais sur Ouais. ma main d'abord, ensuite sur la lèvre. Donc j'avais rien eu pour les deux parties. Et donc la troisième, c'était de mastiquer. Donc j'ai mâché, et au bout de 5 minutes, je recrache. Et pendant une journée, j'avais plus de goût dans la bouche. Donc j'ai dit, ok, on mange, on mange pas ce truc-là. Donc comme quoi les techniques de mycorn, ça marche. Mais voilà, faut faire gaffe à pas s'empoisonner non plus. Donc on s'est dit ok, c'est mort. Et voilà, du coup, et troisième option, donc première option, rester. Deuxième option, trouver un autre lieu. Troisième option, on s'est dit ok, on crée quelque chose en 24 heures et on repart directement. Et du coup, on s'est dit bon, bah c'est parti, on fait ça. On part faire 30 jours de marche entre l'Albanie, la Macédoine et la Grèce, en reliant les deux plus hauts sommets des pays, donc le mont Korab, qui est le sommet de la Macédoine du Nord et de la Grèce et de l'Albanie, et le mont Olympe, qui est le sommet le plus haut de la Grèce. Et donc on a fait ça. En fait, ce qui était intéressant, c'est que moi, j'aime pas du tout abandonner. Donc c'est quelque chose qui a été difficile pour moi. Pendant 2 jours, j'étais mal mentalement. Je me disais mais qu'est-ce que vont penser mes potes. Voilà, le regard des autres toujours et qu'on apprend énormément au fur et à mesure du temps. Mais ce regard des autres, se dire merde, putain mais chier quoi, j'aime pas abandonner, etc. Et par contre, au bout de 48 heures, on était déjà reparti, on était déjà en train de marcher. Et là, je me suis dit mais ouais, mais putain, mais on a tellement bien fait. Déjà, on est en train de faire un nouveau trek, un nouveau projet. On n'était pas bien, on n'arrivait pas à suivre nos objectifs, donc il y a un moment, il faut faire un choix, quoi. Il faut faire changer quelque chose. Et on a réussi à changer en 24 heures. Donc ça, c'est quelque chose dont on était assez fiers, de se dire, bah, en fait, en 24 heures, on a créé un nouveau projet, on a acheté ce qu'il fallait et on est reparti. Et là, enfin, du coup, moi, j'étais plutôt content. J'en ai reparlé avec mes potes qui m'ont dit, mais Gaël, on s'en fout, on s'en fout que tu survives ou pas, enfin, que tu réussi ou pas tes 3 jours. Voilà, tout le monde s'en fout en fait. Et les gens, ils sont juste contents que tu leur racontes les histoires, que tu leur racontes que bah, tu as mangé un énorme poisson-chat, que tu as mangé une tortue. Et voilà, c'est ça qu'ils veulent entendre, c'est l'aventure. Et puis ils veulent entendre aussi que tu as eu ce choix-là à faire et que tu es changé. Parce qu'il en faut de temps en temps des choix. Et dans nos vies quotidiennes, c'est la même chose. Euh, bref, donc voilà, on a fait tout ça et voilà, c'était un chouette projet derrière qui est arrivé. Trop bien. Trop bien. Et donc ensuite, alors attends, peut-être déjà une question par rapport à ça, parce que je trouve ça assez original cette idée de dire j'ai l'impression qu'il y a beaucoup en tout cas sur cette dernière aventure, un gros drive, c'était l'idée de construire, de fabriquer quelque chose, de créer quelque chose. Tu vois, l'habitat, la carte. C'est quelque chose. Ça vient d'où ça? C'est le mindset ingénieur ou rien à voir? Bah, je pense qu'il y a le mindset ingénieur. Bah, construire, c'est quelque chose. Nous, on est des scouts pendant Ok. toute notre enfance. On avait fait des habitats en bois, des cabanes surélevées, voilà, des trucs qui tiennent bah, déjà pendant 30 jours, enfin les 20 jours de camp qu'on a. C'est des trucs balèzes. Parfois, ça fait sur 2 étages. Chacun a son petit lit. Et nous, on s'était dit, on veut faire un truc durable. Donc, en bois, ça, c'est pas durable dans le sens où, bah, nous, à chaque fois, au bout des 20 jours, on est obligé de le défaire. Mais même si tu le laisses, ça dure peut-être 1 an, 2 ans. Mais après, le bois, il s'abîme. Surtout que quand on part comme ça, voilà, c'est pas comme un chalet où tu peux le traiter. Nous, on le traitait pas au scout. C'était voilà, l'idée, c'est de faire un truc qui reste 3 semaines. Et du coup, là, on s'était dit, bah, en pierre, c'est quelque chose qui va rester dans le temps. Et on avait envie de faire un truc comme ça. Euh, et pourquoi ça Je sais pas. Je pense que c'est en regardant les autres, en s'inspirant un peu d'autres personnes qui avaient fait des trucs marrants, de se dire, bah, nous aussi, on va essayer de faire un truc balèze et on se lance pour faire ça. La cartographie, c'était un peu l'objectif de pas rester toujours au même endroit. Tu Ok. vois, l'idée c'était d'avoir un habitat solide, super, mais aussi d'aller découvrir. Ça se trouve, il y a bien mieux autour en termes de nourriture. Ça se trouve, il y avait un autre endroit où bah, on aurait trouvé des murs, des myrtilles, etc. Donc l'idée c'était aussi
de s'obliger à découvrir le reste, quoi. Super intéressant. Donc là, au retour de l'Albanie, Grèce, Macédoine du Nord, le dernier trip, là, il s'est écoulé 1 an entre le départ de Lyon vers Istanbul et là, le retour, ça a fait 1 an, hein, Ouais, à peu près. à peu Je me près. souviens Ok. plus. Ouais, un peu moins d'un an. Ok. Un peu moins d'un an, on a dû rentrer en juillet et on était parti en octobre, 1er octobre. Août, Et septembre, avant octobre. qu'on parle Ouais. du coup notamment des 2 grosses expés que tu as fait par la suite, est-ce que tu arriverais déjà, est-ce que tu arriverais à dire, tu vois, ce que ça t'a apporté cette année d'expérience finalement assez diverse, hein. Le fil rouge, c'est quand même l'aventure et le fait d'oser se lancer sans avoir toutes les cartes en main, j'ai l'impression. Mais est-ce que tu arriverais déjà à dire en quoi le Gaël qui est revenu quasiment 1 an après s'être lancé était différent du Gaël sorti d'école d'ingé? Bah là, on a eu des projets à plusieurs déjà, donc je trouve que ça m'a vachement fait grandir sur être sur le management, on va dire, de gestion, de soi, mais à plusieurs, d'écouter les autres, d'entendre qu'on n'a pas les mêmes avis, de débattre sur des sujets. Quand on est parti en vélo, on avait tous envie de faire un projet à vélo, tous envie de faire Lyon, Monténégro, Nice à vélo, mais on n'avait pas les mêmes envies au fond de soi. Et ça, on le savait pas. On l'a découvert pendant le projet. C'est-à-dire qu'il y avait Com qui voulait faire plutôt de la communication, des vidéos, voilà, et faire le truc à vélo aussi. Mais voilà, créer un petit documentaire. Il y avait Henri Ternon qui, lui, c'était les bornes, les kilomètres, 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 parce qu'il est challenger, il adore ça. Albé, c'était passer un moment quotidien près du feu. Voilà, et avoir cette ambiance de groupe. Et moi, c'était plus faire des rencontres, aller voir les autres. Et ça, on a mis des mots sur ça après ce projet-là. C'est ça qui était Mmh. assez fou, c'est qu'au début, du coup, ça a créé des conflits, on va dire. Puis on s'est adapté. On a compris un peu ce que voulaient les uns et les autres, mais on n'avait pas mis de mots, tu vois. On avait compris mentalement, donc on s'adaptait, on s'engueulait beaucoup moins, et à la fin, on avait plutôt une connivence, et c'était ça qui était bon, c'est qu'en fait, on avait beau se connaître, être des super potes avant, bah partir à 4, c'est pas pareil. 24 heures sur 24, dormir dans la même tente, c'est quelque chose de spécial. Et ça, ces mots-là, j'ai trouvé ça fou de se dire après coup, d'avoir mis ok, bah en fait c'est pour ça, mais oui, mais les envies de chacun étaient différentes. Et, euh, et c'est parce que peut-être qu'on avait pas assez bien préparé le projet, tu vois. Parce que le projet, c'est beau, c'est bien d'avoir de qualifier les objectifs, mais il y a aussi nos envies personnelles. Qu'est-ce qu'on avait vraiment Ouais. envie de faire et pourquoi on voulait faire ça. Et ça, c'est important de les mettre sur la table avant de partir, en fait. Et parfois, c'est difficile à mettre sur la table. On, moi, j'allais pas mettre, oui, c'est vraiment les rencontres que j'ai envie de faire. Non, parce que c'est aussi au cours du projet que je me suis dit, ah, mais oui, mais j'ai envie de faire des rencontres. Donc, c'est ça qui est, ouais, c'est assez compliqué à faire, mais c'est du brainstorming, c'est de la réflexion et qui permet d'avancer et de comprendre. Et puis, ce qui est rigolo, c'est aussi de pas le savoir, peut-être pendant le projet, et puis, voilà, de partir à l'inconnu. C'est un super point. Je suis toujours curieux de savoir quand il y a des projets qui se font en groupe comme ça, quelle est la dynamique, tu vois, enfin, quels sont les aspects, euh, peut-être où il y a eu des frictions ou enfin des frictions. En tout cas, des points qui a priori auraient pas nécessairement représenté des challenges et qui finalement en ont représenté. Tu vois, je trouve ça très intéressant parce qu'on a rarement l'occasion de partir quand même longtemps en groupe. Et tu me fais penser par rapport à ce que tu me dis à un autre épisode que j'avais eu, que j'avais fait avec Nicolas Marciot et Tom Gauthier. Eux, ils étaient partis. Alors, ils étaient que deux, mais ils se connaissaient assez peu. Ils étaient partis au Groenland depuis l'Islande sur un catamaran de sport. Donc, je sais pas si tu vois ce que c'est les catamarans de sport. Ouais, C'est les catamarans de plage en fait. Le truc où t'es ouais, pas censé sortir la bande des 300 mètres limite. Tu vois, c'est un truc minuscule. Il y a pas de pont, c'est un filet de coque. Et bref, donc un peu comme vous, j'ai l'impression dans l'esprit, tu vois, on y va, on va apprendre sur le tas, etc. Et eux, par contre, ils avaient vraiment mis un gros focus sur la préparation du projet. Je me rappelle qu'on avait échangé, ils étaient très très au clair sur ce qu'ils allaient chercher chacun individuellement. Et globalement, ça s'était du coup super bien passé pour ça. Donc voilà, après chacun vit le truc comme il veut, tu vois, mais je trouve ça marrant que tu ramènes le point de la com. Et c'est déjà un sujet quand j'avais posé cette question de comment ça s'est passé en groupe, qui était revenu, le point de la com. Donc il y a peut-être un truc pour les futurs aventuriers en groupe qui nous écoutent, la com, travailler la com. carrément. Ou ayez-le en tête en tout cas. Ok, super intéressant. Et donc suite à cette année, qu'est-ce qui s'est passé ensuite pour toi? Est-ce qu'il y a eu une tentative du coup
de revenir sur un schéma classique, trouver un job, etc., ou c'était déjà super clair pour toi que tu restais dans le monde de l'aventure et où tu es déjà parti sur l'organisation de la suivante? Ouais, c'était déjà clair dans ma tête. À partir du moment où j'avais contacté ces personnes-là du milieu de l'aventure, qui m'ont expliqué qu'ils pouvaient gagner de l'argent aussi, qu'ils arrivaient à en vivre, je me suis dit, bah, je vais essayer. J'avais de la chance d'avoir mis de côté de l'argent pendant mon alternance, donc je pouvais me permettre de me lancer en fait avec ce que j'avais déjà. J'avais acheté le van, enfin du coup j'ai revendu le van pour me faire aussi des sous de côté. Ça m'a permis vraiment de financièrement me lancer. Chose qu'on peut pas toujours faire en fait. C'est clair que quand j'en parle, il y en a qui me disent ah ouais mais moi j'avais pas cet argent-là sur le côté donc je peux pas me lancer sans. Il faut que forcément que je mette un peu de côté avant. Même si les aventures ça coûte pas très cher. Donc voilà c'était clair dans ma tête que je voulais repartir. Et j'avais déjà du coup réfléchi au projet, enfin clair et net on va dire. Donc j'ai décidé de préparer la traversée du Haut-Atlas marocain. Au début, je m'étais dit, quand j'en discutais, je voulais faire ça à pied, dans le but d'aller rencontrer les Berbères, qui est un vieux peuple d'Afrique du Nord. Et, euh, et en fait, en discutant et en faisant aussi ce trek pendant la Macédoine, Albanie, Grèce, je me suis dit, mais non, mais j'ai envie d'être un peu plus original. Et d'ailleurs, l'originalité, c'était revenu souvent dans les discussions que j'avais avec d'autres aventuriers, parce que ça fait un peu plus pour pouvoir en parler derrière, c'est plus facile de pouvoir derrière faire des conférences, faire un documentaire. Les gens en parlent plus si c'est un peu plus original. Donc c'est comme ça que j'ai eu l'idée de partir à cheval, enfin de en tout cas préparer le projet pour partir à cheval. Et j'avais envie de faire aussi de la moto, donc je suis parti à moto depuis Lyon jusqu'à Arnifra. Là, c'était les premiers kilomètres, 1000 kilomètres à moto. J'en parle pas du tout dans mon documentaire, mais c'est un projet qui me tenait à cœur et qui était vraiment trop chouette. Je voulais pas prendre l'avion et bah, pour des questions environnementales, on va dire que je suis pas comment on dit extrême dans mes domaines. Donc si je veux un jour prendre l'avion, je pourrais le prendre. Euh, et puis en plus, si on compare moto, avion, ça consomme sûrement moins, mais bon, la moto, ça consomme aussi. C'est pas comme si j'y allais en vélo. Donc voilà, j'avais quand même envie de faire un projet à moto et j'étais super content de le faire. Et là, c'était une partie du trip qui était géniale, d'être dans les steppes marocaines. Je suis sorti du bateau à Tanger et en 300 mètres, j'étais déjà sur une piste. J'avais trouvé un itinéraire GPS et ça, c'était le bonheur en fait. Je me suis dit, mais putain, mais c'est un truc de malade. J'ai fait à peine 300 mètres de route. Je suis déjà sur les pistes et c'est parti là. Je kiffe quoi. Donc j'ai kiffé pendant 5 ou ouais, entre 5 et 7 jours, je me souviens plus. Je dormais un peu chez l'habitant et souvent sous mon tarp. Et je suis arrivé à Khnifra où là j'ai cherché ma jument. Et ce que j'aime dire, c'est que je cherchais un cheval costaud et gentil, costaud pour porter mes affaires et gentil parce qu'à part une semaine de poney en sixième, j'avais jamais fait de cheval. Euh, donc du coup, voilà, je m'étais quand même préparé avant de partir avec ma cousine qui elle dresse des chevaux, qui m'avait appris à mettre un mors, mettre une selle, m'a appris les bases et puis je lui téléphonais régulièrement quand j'étais sur place pour savoir si les chevaux correspondaient. J'ai mis un peu de temps à la trouver, bah, comme voilà avec les caractéristiques dont j'avais besoin. Au début, c'était plutôt des animaux un peu faibles, avec, enfin, on voyait leur côte. Voilà, ça donnait un peu froid dans le dos. J'avais pas trop envie de me lancer avec ça, avec des animaux comme ça. Et finalement, donc j'ai augmenté aussi mon budget et je suis allé dans des haras, dans des écuries où là les chevaux étaient en meilleur état, en meilleure santé. Euh, et voilà, j'avais 2 points importants, c'est que bah ils soient quand même bien en chair, on va dire, et qu'ils aient les pattes gentilles et les pieds propres, pardon, que leurs pieds soient pas abîmés parce que j'allais faire des kilomètres avec. Et du coup, j'ai trouvé Fniouna, une jument de 7 ans, en super forme, qui faisait du saut d'obstacle, qui était super gentille. J'ai fait un tour de 3 heures avant pour être sûr. Et elle passait partout, donc j'ai fait ok, c'est bon, c'est elle dont j'ai besoin. J'en avais vu tellement avant que j'ai tout de suite compris que c'était elle. Et puis bah, je suis parti avec elle pour faire tout ce projet-là. Excellent. Et donc la traversée du Haut-Atlas marocain, c'est quoi? C'est un itinéraire un peu comme le GR20,
t'as un point de départ, un point d'arrivée avec une trace au milieu très, tu vois, balisée, ou c'est une grande région et tu fais un peu ce que tu veux? Ouais, plutôt deuxième option. Il y a- le GR, non, c'est pas balisé. Non, c'est beaucoup plus rustique que ça. Moi, j'avais trouvé un itinéraire sur Internet, enfin plein d'itinéraires d'un monsieur, monsieur Martin, je m'en souviens très bien parce qu'il y avait que celui-là qui avait ces itinéraires-là. Plein de petits itinéraires de 3 semaines, on va dire, qui reliaient les 1500 km que je voulais faire, donc de Midelt à Agadir. C'est vraiment toute la traversée du Haut-Atlas. Et je voulais terminer au bord de la mer, sur l'océan, enfin au bord de l'océan. Et donc j'avais décidé de suivre tout son itinéraire là. J'avais imprimé mes cartes et je suis parti comme ça là-bas. Et il y a pas, enfin j'avais pas trouvé moi de carte IGN ou de cartes comme ça là-bas. Il y en a sûrement. On m'avait dit qu'il y en avait, mais moi j'en ai pas trouvé en tout cas. Je savais pas où les trouver. Et pourtant en me renseignant, voilà, j'avais pas eu de réponse par rapport à ça, donc j'ai fait avec ce que j'avais. Et par contre, l'application Maps.me marche très bien. C'est ça qui était aussi rigolo, c'est que j'ai trouvé plein d'itinéraires grâce à ça. Et de base, du coup, je voulais faire les 1500 km. Moi, j'étais parti avec 5 objectifs. Euh, Rencontrer les Berbères, faire la traversée du Haut-Atlas, donc les 1500 km, faire ça à cheval, faire des sommets et faire du parapente. Et pendant les 15 premiers jours, en fait, j'en ai vachement chié. Euh, je faisais 30 km par jour avec ma jument. J'étais à côté de ma jument, je la montais pas parce que je devais faire 30 km par jour. Je rencontrais un peu les Berbères le soir parce que je dormais chez eux, mais le matin, je partais très tôt et j'arrivais tard le soir. Je faisais pas de sommet, je faisais pas de parapente parce que en fait, j'avais ces 30 km par jour qui étaient obligatoires parmi ces 1500 km par rapport à mon timing aussi. Et moi, je m'étais dit que je ferais plus en fait. En me renseignant avec d'autres personnes, je pensais que j'allais faire plus de kilomètres que seulement les 30 km par jour. Parce que 30 km par jour, je pourrais les faire à pied sans ma jument. Mais en fait, avec la jument, c'était aussi plus long parce que je devais m'arrêter pour la faire manger. Voilà, il y avait d'autres contraintes. Et au bout de 15 jours, je me dis, mais Gaël, pourquoi t'es venu quels sont tes objectifs? Oui, t'es parti pour faire les 1500 km. Oui, tu peux y arriver, mais tu prends pas assez de plaisir par rapport à... Enfin, tu suis pas tes objectifs, donc je prenais moins de plaisir. Mentalement, j'étais là à me dire, ah purée, mais est-ce que je vais y arriver? Voilà, est-ce que ça va matcher et tout? Et donc, c'est un moment de relecture, lever la tête du guidon, l'ICAM. Et là, je me dis, ok, quels étaient mes objectifs? Donc, je relis mes 5 objectifs et je me dis, mais en fait, en enlevant un des objectifs, j'arrive à faire tous les autres. Donc, Donc, t'as mangé ta jument. comment? T'as mangé ta Ah, jument. et là, quelle est la réponse? Non, et du coup, j'ai décidé de pas faire 1500 km, mais 500 km. Ok. Et du coup, j'ai quand même fait la traversée du Haut-Atlas. C'est une partie, bon, c'est pas la traversée entière. Mais du jour au lendemain, je faisais que 20 km, je montais ma jument. Donc ça, c'était un truc qui était ouf, c'était un rêve. Je faisais des sommets, je me suis arrêté sur 2 sites de parapente pour faire enfin, pour voler quoi. Et je dormais chez Habitant et je prenais du temps avec eux. Et ça, c'était aussi quelque chose qui a changé quoi. Normalement, je partais le matin, je m'arrêtais pas à prendre du thé, enfin je m'arrêtais peut-être prendre un thé dans la journée, après j'en prenais 3. J'étais là pour ça aussi, donc ce choix, il a vraiment été primordial, on va dire dans le changement du projet. Et je me souviens du 16e jour, je me réveille sous mon tarp, sous la pluie. Donc normalement, t'es pas content quand il pleut. Il y a le jument qui était devant moi et là, j'étais comblé d'une joie immense de me dire mais oui, mais c'est là. J'avais rien fait de plus, tu vois. J'avais pas fait de kilomètres en plus. J'avais pas fait de sommet ni de parapente, mais je savais que c'était clair dans ma tête que j'allais dans la bonne direction. Et souvent on dit faire un bon choix, c'est quand on est en paix avec ce choix après l'avoir fait. Et là, j'ai été clairement en paix avec ça, quoi. Je trouve qu'il y a deux choses hyper inspirantes dans ce que tu racontes. Bon, évidemment, la première, c'est cette habitude, cette capacité à lever la tête du guidon. Effectivement, enfin, je trouve ça assez intéressant. Et peut-être qu'on le fait pas assez. C'est peut-être pour ça qu'il y a souvent des projets, tu vois, où il y a qui génèrent plus de frustration que de plaisir parce qu'on s'en tient à ce qu'on s'était fixé. Et puis non, mais on veut absolument, tu vois, faire X kilomètres, faire tel résultat sur une course, etc. Alors qu'il suffirait peut-être juste comme tu l'as fait, de réaligner les objectifs. Et le deuxième, en fait, que t'as pas mentionné clairement, mais que moi j'ai l'impression de retrouver dans tout ce que tu dis, c'est le fait d'oser se lancer sans avoir toutes les cartes en main. Encore une fois, tu vois, un truc tout bête. Enfin, moi je sais que je planifie une traversée du Haut-Atlas. Les cartes, ça serait un peu une obsession, tu vois. Je me disais non, mais il me faut
des cartes précises, tu vois, et il me faut des cartes genre officielles, l'équivalent IGN, et je ferai un peu une fixette là-dessus, je pense. Et t'entendre dire que bah non, je suis parti avec une jument, j'avais pas trop l'habitude de monter. Tu vois, ça c'est un autre truc. La jument, je me dirais mais attends, mais comment je la fais boire, où je la fais boire, si ça va pas, si elle boite, qu'est-ce que tu vois, je m'obnubilerais avec des sujets où j'ai l'impression que en fait ça viendrait parasiter le truc plus qu'autre chose. Et en fait, à t'entendre, c'est fou parce que toi, enfin, j'ai pas l'impression que ça t'a bloqué une seule seconde. Tu t'es dit, bah, je veux faire ça, c'est un rêve, j'ai pas toutes les cartes en main, c'est pas grave, j'y vais. Tu vois. Et c'est juste génial d'entendre ça. Ça incite à faire la même chose, en fait. Ouais, bah, c'est, je sais pas si c'est aussi par rapport à faire une école d'ingénieur ou pas, mais en école, on apprend à répondre à des problèmes. Tu vois, le but, c'est de trouver des réponses à des solutions, enfin, de trouver des solutions à des problèmes. Et c'est ce qui m'arrive tous les jours. Quand je pars à l'inconnu, quand je sais pas ce qui va m'arriver, comment t'aurais fait? Il n'y a pas de carte, tu vois, il y a pas de carte à part celle que j'ai trouvée. Il y en a pas d'officielle. Qu'est-ce que tu fais dans cette situation? Ouais. Tu vois? T'es obligé de faire avec ce qu'on a aussi. Et puis c'est peut-être quelque chose aussi par rapport à mes valeurs, c'est peut-être la sobriété, de se dire bah même si je pars avec pas grand-chose, et puis de demander, oser demander aux gens de l'aide. Puis c'est ça qui est bon en fait. Il y a pas besoin de cartes. Les cartes, les berbères ils connaissent par cœur tout le coin, donc tu peux leur demander. Donc, ce serait peut-être mieux d'apprendre à parler berbère avant de trouver une carte, tu vois. Ouais. Euh, mais après tu t'adaptes quoi. Tu parles avec les mains et c'est ça qui est génial. Mais ça c'est quelque chose qui fait partie aussi de mon caractère. C'est l'inconnu m'attire, tu vois. Ne pas savoir. Je pense qu'on on a chacun ses limites. Chacun va avoir, voilà, un endroit où il peut pas aller plus loin. Euh, et pourtant, moi, à chaque fois, j'essaye d'aller plus loin. Et tout le monde peut aller plus loin, mais du coup, cette limite-là, elle est très personnelle. Euh, et ça va être différent vraiment en fonction de chacun. Moi, c'est d'aller au Maroc et de faire du parapente, de faire ça à cheval. Mais il y en a, ça va être juste à côté de chez eux déjà, d'avoir une petite limite, de dire bonjour à son voisin, tu vois. C'est peut-être parce qu'ils osent pas, ou dire bonjour dans la rue. C'est des choses, enfin, ça, c'est des choses qui sont toutes petites et qui peuvent faire peur. Et en fait, quand on les fait, on est content de le faire et ça nous rend heureux. L'accueil berbère, comment tu le synthétiserais, toi? Parce que j'ai jamais vécu ce genre d'expérience, mais c'est vrai que j'entends, enfin, quand tu regardes des récits de gens qui sont partis, qui ont été au contact de berbères, j'ai l'impression que l'accueil est juste exceptionnel. Ouais, c'est quelque chose d'assez incroyable. Je préfère dire déjà au début, en fait, que quand on veut dormir chez l'habitant, il nous invite pas comme ça. C'est pas bonjour, viens dormir chez moi. C'est d'abord, tu dois demander. Parce que enfin, ce que je trouve tout à fait normal. Mais euh, d'offrir un thé dans la rue, enfin dans la rue, j'ai pas eu beaucoup de rues là où j'étais, mais c'était plutôt des chemins et voilà, t'es au milieu de nulle part et tout le monde me proposait du thé. J'avais 5 thés par jour qu'on me proposait, j'étais obligé d'en refuser quoi. Donc déjà cet accueil là, en fait, ils sont heureux de te voir. Et ça fait plaisir en fait. En France, on n'a pas cette culture-là d'être heureux qu'il y ait quelqu'un d'autre. Déjà, on différencie pas forcément le touriste du mec qui va bosser. Mais eux, facilement, ils me différencient quand j'ai un cheval avec des bagages. Ils comprennent tout de suite que je suis pas marocain. Donc c'est ça aussi, c'est que nous, on voit la différence. Et du coup, enfin eux, ils nous voient en tant que différents, donc ils sont prêts à nous accueillir. Et moi, je trouve ça, c'est des moments uniques de l'accueil. Elle est à la fois dans leur façon d'être, de sourire, de venir te proposer de prendre un thé. Et puis après, quand tu leur demandes de dormir chez eux. Mais en plus de ça, euh, c'est une accueil généreuse. Euh, C'est-à-dire que tu fais presque partie de leur famille. En fait, ils vont pas te différencier avec quelqu'un qui fait partie de leur famille. Ils vont t'offrir à manger autant que, voire plus. Si, ils vont peut-être te différencier parce qu'ils vont t'offrir encore plus à manger. Et ce que j'ai trouvé aussi, enfin qui m'a un peu surpris, c'est normalement, en gros, l'idéal d'une maison, il y a 3 pièces, on va dire 4 pièces, un salon, une chambre, euh, une cuisine. Et les parents dorment dans le salon et les enfants dans la chambre. Et moi, à chaque fois que j'arrivais chez eux, ils me laissaient le salon pour que je sois tout seul et ils dormaient en famille dans la chambre. Et ça, déjà, j'ai trouvé ça unique, quoi. Qui est prêt à donner son lit euh, pour un invité? Je trouve je me suis dit, mais waouh, ouais, c'est fort, quoi. C'est vraiment une générosité qui est au-delà de ce qu'on espère, en fait. Donc ça, Ça a c'est quelque changé chose la manière qui me dont, rend-
Pardon. Ça a changé la manière dont tu as un regard sur la société depuis que tu es rentré en France, ou en tout cas sur tes rapports avec l'autre. Ouais, sur la générosité, le fait de vivre sobrement, avec presque rien. Voilà, c'est un confort. En fait, c'est un confort aussi de vivre avec pas grand-chose. Euh, Parce que on n'a pas de matériel, on n'est pas attaché à quelque chose. Aujourd'hui, on est vachement attaché à notre téléphone, notre ordinateur. On a besoin de tout ça et parce que c'est dans la culture qu'on a. Mais du coup, d'arriver à s'en détacher, de plus avoir le dernier téléphone, dernier cri. Voilà, c'est quelque chose qui devient agréable, on va dire. Et de se dire, bah ouais, moi je vis avec pas grand chose. J'aime bien dormir chez l'habitant encore en France quand je fais des petites expéditions. C'est trop cool de faire ça. Et puis d'aller vers les autres. En fait, j'ai remarqué que dans toutes ces expéditions, c'est que l'humain est hyper bon euh, quand il est dans son milieu. C'est-à-dire que souvent à la campagne, les gens ils sont beaucoup plus accueillants. C'est beaucoup plus facile de dormir chez l'habitant qu'en ville. Euh, Est-ce que c'est parce que les habitants sont moins heureux, on va dire, en ville? Je ne sais pas, mais en tout cas, moi, ce que je ressens, c'est que le sourire, tout ça, quand je vais demander dans une ferme, les gens, ils vont dire, mais viens. Et ils ont beaucoup moins de choses que les gens qui sont en ville. C'est ça que je trouve fou, en fait. Et ça veut pas dire que c'est les gens moins bons en ville, parce que en ville, c'est juste que la barrière est plus dure à casser. Euh, Quand on arrive à ouvrir les portes et à rentrer un peu dans de discuter avec des personnes, on remarque que si tu les mets à l'aise, ils sont prêts à aussi prêter leur chambre pour que tu dormes, quoi. Donc c'est ça que je trouve ça, ouais. En fait, ce que j'ai retenu, c'est que l'humain est bon partout. Que tout le monde a du bon en soi et que quand il y a des conflits, des gens qui se fritent, des gens qui râlent, c'est souvent lié à quelque chose qui va pas bien dans leur vie au moment présent, quoi. Donc c'est aussi à nous d'écouter ces personnes-là et de leur partager des choses, même juste de les écouter en fait. Parfois, c'est juste ça qu'il faut faire, c'est écouter ce qu'ils ont à te dire et de comprendre que ils sont pas bien en ce moment parce qu'ils ont un problème familial, ils ont perdu un proche ou voilà, ils sont j'en sais rien, mais voilà, c'est juste que euh, si l'être humain est pas bon à ce moment-là, c'est peut-être qu'il a quelque chose qui va pas bien pour lui, quoi. T'en as eu quand même des rencontres, alors là sur le Maroc ou la prochaine expé dont on va en parler, dont on va parler, je vais y arriver. T'en as eu quand même des rencontres qui sont peut-être moins bien passées que globalement ce que j'ai l'impression que tu as vécu. J'en ai une au Maroc où ça s'est pas très bien passé. C'est que c'était dans les premiers jours, je galérais encore. Et j'arrive dans un village, et dans les villages là-bas, je demandais toujours le mkhadem et le shir, c'est les chefs du village, en gros. C'est un peu comme le maire du village en France. Et je leur demandais si je pouvais dormir chez habitant à chaque fois, et il me dit oui, soit chez moi, soit chez quelqu'un. Et là, en l'occurrence, il me dit non, tu dors pas là. Moi, j'étais avec ma jument, je venais de passer une journée de merde, et, et je voulais dormir chez l'habitant, et je me dis mais merde quoi, qu'est-ce que je fais? Et je repars bredouille de ce village qui avait peut-être, je sais pas, 100 habitants. Et, et j'avance comme ça et je me dis merde, putain, mais qu'est-ce que j'ai foiré? Et j'ai compris, en fait, enfin, ou j'ai en tout cas interprété, j'ai l'impression que c'était à cause de ça, c'est qu'il y avait le Covid et ils venaient de faire une grosse communication sur le Covid à ce moment-là et ils disaient on refuse enfin, à la télé, c'était refuser tous les étrangers, quoi. On veut pas de Covid. Et donc peut-être que c'était un mal pour un bien, ils voulaient pas, voilà, ils voulaient pas rendre malade si les gens qui étaient là. Et puis on n'arrivait pas, moi au début j'avais du mal à discuter avec eux avec des mots, quoi. Donc je parlais vraiment avec les gestes quand j'explique que je veux dormir. Il me dit ok, non, ok, je peux pas argumenter, quoi. J'ai ma jument, et c'est tout. C'est pas grave, j'ai refait 3 heures de marche jusqu'au village suivant et on m'a accueilli derrière, quoi. Mais oui, ça peut arriver qu'on se fasse refuser et que Ouais. on est à s'adapter. Et ce jour-là, j'aurais pu dormir sur mon tard. J'avais plus de nourriture. J'étais crevé. En fait, j'avais passé une mauvaise journée et je m'étais dit, Gaël, ne dors pas tout seul. Euh, voilà, accepte aussi. Essaye de te faire inviter, ça te fera du bien pour mieux dormir. Et du coup, je suis allé dans un autre village et c'était bon après. Et comment tu gères justement tu vois, le fait de recharger les batteries en termes d'énergie émotionnellement quand tu pars sur un truc même si tu croises des gens, que tu as ta jument, tu es quand même toi solo en train de mener le truc de A à Z. Comment ça se passe? Est-ce que tu avais une stratégie en place? Est-ce que c'était justement
ce fameux lever la tête du guidon tous les X jours, comment tu l'as géré? C'est accepter de prendre des pauses. Ouais. Après ces jours-là, j'ai pris 3 jours de pause dans un gîte pour me relire aussi. Je me suis, tu vois, quand tu me le dis comme ça, c'est pas préparé à l'avance. Tu vois, c'est pas quelque chose que je me dis tous les X jours. Non, je vais me relire. Non, j'ai senti le besoin de faire une pause. J'ai fait une pause. Cette pause m'a permis aussi de prendre du temps pour me relire, pour recomprendre pourquoi j'étais là. Et grâce à ça, bah, du coup derrière, j'ai aussi dans ce moment-là, je téléphone à mes amis qui me permettent voilà, de vraiment me ressourcer et d'échanger sur les solutions possibles. Il y en a qui m'ont dit mais pourquoi Gaël tu vends pas ta jument, pourquoi tu prends pas une mule, euh, pourquoi tu changes pas tes plans en fait. Et moi quand je suis dans ma tête, quand je suis dans mon projet, je me dis je veux faire les 1500 km, j'y vais, je veux pas abandonner, j'ai déjà abandonné dans mon projet survie, j'ai pas envie d'abandonner. Et qui me dit mais Gaël on s'en fout, ça me rassure, tu vois. Ça me rassure aussi. Et il y a des personnes avec qui j'échange plus sur certains sujets que d'autres. Il y en a qui vont m'apporter beaucoup plus de sérénité. Et je sais qu'ils sont là. Voilà, il y a des personnes avec qui tu discutes, tu sais qu'ils ont souvent les bons mots. Et c'est eux que j'appelle dans ces moments-là Hmm. voilà, parce que je sais qu'ils ont un bon regard sur moi, tu vois. Excellent. Du coup, au final, l'expérience au Maroc, enfin au Maroc, la traversée du Haut-Atlas, ça dure combien de temps? Tu le boucles À deux en mois et demi. 2 mois et demi là aussi. Ah ouais, Ouais. punaise. Ouais, Waouh. c'était un gros projet. En fait, j'ai fait 55 jours dans le Haut Atlas et la partie moto en plus. Donc, ouais. Et comment t'as vécu la... Alors, ça peut paraître peut-être tout bête pour certains et certaines, mais pour avoir eu des chevaux et beaucoup d'animaux, il y a quand même un attachement qui se crée, surtout, j'imagine, après 2 mois et demi avec. Donc, comment t'as vécu la séparation? Euh, Bah, je m'étais dit, jamais je m'attacherai à un cheval. Ouais, Ok. je m'appelle Gaël Monnier, écoute, mon bonhomme. Euh, et ce que je disais pour choquer un peu les gens qui nous écoutent, c'est je suis pas matérialiste. Donc t'imagines la gueule, le gars quoi. Euh, Pourtant j'adore les animaux. Je suis quelqu'un de très, voilà, je prends très soin d'eux. J'ai eu des galères avec elles et pourtant voilà, j'ai toujours essayé de faire un maximum pour que ça se passe bien. Je suis beaucoup dans le bon sens aussi, donc vraiment voilà que ça se passe bien. Et donc je m'étais dit non mais je m'attacherai pas à une jument. Et quand je l'ai revendue, bah, je me suis fait avoir. Hein. J'ai pleuré. C'était dur. Je me suis dit, mais putain, mais non, j'ai pas envie de la lâcher. Mais j'avais déjà étudié les questions de me dire, bah, est-ce que je la ramène? Je peux pas la ramener. Elle serait plus malheureuse en France. J'aurais pas le temps de m'en occuper. Puis juste le trajet, ça me dirait, mais non, jamais, j'en mets un cheval dans un van pendant 3 jours, 4 jours, dans des chemins pourris pour la ramener. Elle aurait été trop stressée. Donc voilà, c'est quand même des choses qui sont, ouais, j'avais pas envie de la blesser et c'était dur ouais, de la revendre. J'ai mis longtemps à la vendre. En fait, je voulais vraiment qu'elle soit dans un endroit bien. Euh, et quand je voyais les coachers, les chevaux qui tirent les calèches dans les rues, je me suis dit non mais jamais je la laisserai là. Donc j'ai pris un peu plus de temps jusqu'à être vraiment le dernier jour là où je devais partir et j'ai trouvé le haras dans lequel j'ai pu la vendre. Je l'ai laissé dans le meilleur haras de Marrakech. En tout cas, c'est comme ça qu'il s'est présenté. Et du coup, voilà, je l'ai revendu là-bas et je sais qu'elle est dans un bon endroit. Retour en France, parce que là on n'en a pas encore parlé, on a beaucoup parlé des expéditions, mais quand tu passes 2 mois et demi pour la première fois solo dans un environnement où t'es quand même, voilà, le Sarek c'est isolé, mais tu irais quand même au cœur de l'Europe, en Suède, pas loin de tout, etc. Là c'était peut-être un peu différent. Comment ça se passe le retour dans la société française connectée, etc. Ah, c'est toujours un moment particulier euh, où j'ai envie d'échanger, j'ai envie de partager. À la fois, les gens, ils ont l'impression de tout connaître parce que je mettais un peu sur les réseaux mes nouvelles. À la fois, j'ai envie de leur passer des messages. Euh, du coup, bah, je prends du temps. Je prends du temps pour moi, solo, de réécrire, euh, de prendre un peu de temps, voilà, personnel. Mais j'ai aussi besoin de revoir mes potes, de revoir ma famille. Donc, je prends toujours aussi ces deux temps-là qui sont, voilà, les deux, c'est les plus importants pour moi. C'est
retrouver ma famille, retrouver mes amis, discuter avec eux, échanger, même ceux que j'aurais pas forcément vus pendant 2 mois et demi, parce qu'il y en a qui habitent loin, et bah quand même leur donner des nouvelles, leur dire que je suis rentré. Ça, c'est des moments qui sont importants pour moi. Mais aussi, voilà, souvent c'est juste avant de rentrer. Déjà, j'essaye de faire un bilan un peu du projet, de me dire qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui était pas bien, qu'est-ce que je changerais. J'aime bien le faire ça avant de rentrer, parce que quand tu rentres tout de suite, tu reviens dans un nouveau quotidien, tu reviens assez rapidement finalement dans la société. Et du coup, je note ce que j'ai appris. Et même encore aujourd'hui, parfois, on me donne des contacts. Si je note pas qui me l'a donné, j'oublie complètement, parce que je retourne dans un quotidien. Et voilà, c'est ça. Même si la personne m'a vachement choqué, m'a vachement plu, et quand je reviens sur ce contact 3 jours après, je me dis, attends, c'était qui? C'est la même chose. C'est-à-dire que tout ce que j'ai appris, j'essaye de le noter avant d'arriver. Et quand je reviens, là, je pourrais me relire sur ce que j'ai appris et de me dire, ah oui, c'était ça, tout ça. C'est trop chouette. Et au retour du Maroc, il y a eu combien de temps entre le moment où tu poses le pied à Lyon et le moment où... c'est Lyon, hein, c'est ça, ou Grenoble? Lyon. Lyon, c'est ça. Et le moment où tu repars pour la dernière grosse aventure en date? Là, il y a eu beaucoup de temps. J'ai donc pour mon retour, documentaire. Préparation du nouveau documentaire sur la traversée du Haut-Atlas, sur aussi mon histoire. Donc j'ai décidé de faire un film qui parle à la fois de l'expédition là dont on vient de parler, mais aussi de mon cancer. J'ai eu un cancer à 15 ans, et j'ai décidé de dédier ce documentaire-là à cette maladie, en message d'espoir, en disant osez croire en ses rêves, c'est possible de s'en sortir. Et c'est un message qui va à la fois donc pour les malades bien sûr, mais aussi pour les personnes qui ont des problèmes dans leur vie, que ce soit des problèmes familiaux, des détenus de prison qui ont fait des conneries, de se dire c'est possible de s'en sortir, et c'est important de croire en ses rêves. Et voilà, c'est un message que j'ai décidé de mettre dans ce documentaire-là, que j'ai eu l'idée de dédier ce documentaire à ce cancer. Je l'ai eu pendant le projet. On me dit souvent, du coup, tes projets, tu les fais parce que tu as eu un cancer? Non, c'est pas vrai. Ma vie, elle est aussi comme elle est, parce que je suis comme ça. Et ce documentaire-là, je l'ai dédié à ce cancer, pour parler de ça. Et l'idée du documentaire, c'était en fait, d'où ça vient. J'avais vu un poster d'une personne qui avait gravi l'Everest, et qui disait être passé par là aussi, d'être malade avant. Et elle m'a donné envie de continuer, moi, à faire du sport à l'époque. Et je faisais beaucoup de vélo, du VTT. Je me souviens que j'allais creuser mes bosses et je me faisais perfuser l'après-midi. Donc j'ai perdu mes cheveux, etc. Et en fait, grâce à ça, grâce à lui, grâce à la personne que je ne sais pas qui elle est, ce message qu'il avait mis sur un poster, je me suis dit, mais merci, en fait, j'ai réussi à oser croire en mes rêves et à oser voilà, m'en sortir. Et du coup, j'ai décidé d'aller à mon tour poser un poster dans l'endroit où j'étais traité, en tant que message, voilà, pour les autres. Waouh. C'était quoi comme cancer que tu as eu, si c'est pas indiscret? C'est Hodgkin, c'est des ganglions qu'on a. Les ganglions, tu sais, on en a souvent là, sous la gorge. Et ben moi, j'en avais dans le ventre. Et bon, c'est un cancer qui se soigne plutôt bien. Bon, ça reste un cancer, donc par définition, on peut en mourir. Mais aujourd'hui, les traitements sont bons. Et puis j'étais vachement très bien accompagné. Vachement très bien. J'étais vachement bien accompagné. Euh, Dans le sens où à la fois mes potes, ils sont restés comme ils étaient. Ça, c'est quelque chose d'unique en fait, que tes potes ils changent pas parce que tu as une maladie. Mes parents étaient toujours là aussi, mes infirmières à mes petits soins, mes profs. Voilà, c'est tout ce monde-là qui m'a permis d'avancer correctement, et de faire face à la maladie. C'est clair que c'est un super message. T'évoquais la personne qui a gravi l'Everest, dont tu ne connais pas le nom. J'ai eu un invité qui a eu un parcours un peu comme ça aussi, qui est diabétique de type 1. Donc le diabète de la malchance, hein, le diabète que tu chopes jeune, qui a rien à voir avec ton hygiène de vie. Et lui, il a découvert ça, je crois, 22, 23 ans, je sais plus. Et donc c'est hyper contraignant, hein. C'est voilà, t'es globalement pompe à insuline, c'est à vie, c'est pas ce qu'il y a de plus fun. Mais lui, un peu comme toi, en fait, s'est dit je vais pas m'apitoyer sur mon sort, je vais en faire un message
porteur d'espoir. Et il est parti, Sébastien Sasseville, il est parti faire l'Everest. Donc l'Everest avec une pompe à insuline. Enfin, l'insuline, ça doit être conservé, je crois, à température ambiante. Ok. Ou réfrigéré, je sais plus. Donc sur l'Everest, une vraie galère. Il y a pas de chaîne du froid en fait, puisque camp de base. Puis après, il a traversé le Canada à vélo, puis en courant. Enfin bon, bref. Donc je trouve que c'est ce type de message, tu vois, d'avoir quelqu'un comme toi qui dit, je suis passé par une phase pas rigolote, mais regardez, c'est possible de s'en sortir derrière, enfin de s'en sortir, de faire, de suivre sa voie derrière. Je trouve ça juste super inspirant. Bravo pour ça. Tu vois, je savais pas du tout que tu étais passé par la case cancer. Tu communiques dessus un peu sur les réseaux habituellement ou au-delà du Bah, documentaire? non, pas. Ah ouais, je le fais dans mon film, donc Ouais, ça c'est un peu si on lit le résumé, etc. Mais c'est pas. En fait, pendant 10 ans, j'en parlais peu finalement de mon cancer. ouais, J'ai toujours eu la patate, j'ai toujours eu le sourire. Mais même mes potes à qui je l'ai montré, enfin des gens de mon école d'ingé à qui je l'ai montré récemment, ils m'ont dit ah mais je savais pas que t'avais eu un cancer. Bah ouais, mais j'ai pas envie que ça soit non plus que ça soit fiché en fait. J'ai pas envie d'être ouais, affiché, il y a le cancer. Voilà. Et c'est pour ça que c'est cool d'entendre ah ouais je savais pas et en fait c'est peut-être pour ça que t'as la patate et tout. Oui peut-être mais en fait c'est ça. Et puis aujourd'hui je commence à changer un peu, tu vois, de me dire oui c'est mon histoire. Ouais c'est moi et c'est peut-être important que j'en parle pour motiver d'autres personnes à avoir la patate. Donc ça doucement, ça traite son chemin dans ma tête, on va dire. Et donc je fais des conférences avec des détenus, tu vois, en prison. Et c'est trop bien de parler de ça parce que eux, on parle déjà de liberté. Qu'est-ce que la liberté pour chacun? Est-ce que parfois, même s'ils sont en prison, ils se sentent libres ou pas? Euh, mais aussi, qu'est-ce qui a fait? Est-ce qu'ils se sentent capables de s'en sortir et d'oser croire en leurs rêves? C'est ça que j'essaye de passer comme message. Et c'est assez cool de pouvoir faire ça. Ta dernière expédition en date, du coup, une nouvelle, une vraie folie. Moi, c'est avec celle-là que tu m'avais contacté et qui m'avait vraiment surpris. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Bien sûr. Là, c'est totalement passion. Je suis parti au Maroc. Quand on est parti là, je faisais du parapente et j'étais encore débutant et cette passion là a perduré. J'ai appris à voler beaucoup mieux. Et donc là, je vole depuis longtemps. Enfin, non, ça fait 4 ans que je vole et j'ai décidé de partir faire la traversée du Haut Atlas. Putain, à chaque fois je dis ça, de faire la traversée des Alpes en parapente, donc de Slovénie jusqu'à Nice. Euh, et de faire la traversée entière complète de toute cette belle chaîne de montagnes qui sont les Alpes. Waouh, lourd. Ok, et donc en parapente, ça représente quoi comme contrainte d'un point de vue logistique? J'imagine, tu le fais pas en une traite? Ouais. En parapente, il faut savoir qu'en parapente, on peut voler jusqu'à 10 heures par jour, on va dire, et les meilleurs font 350 km par jour, donc ce qui est D'accord, énorme. ok. Et ça, souvent, on le sait pas quand on fait pas de parapente. Mais moi, j'ai pas du tout ce niveau-là. Hein. Enfin, j'ai pas non plus les ailes qui vont pour. Je fais des Quand vols tu de dis 100 niveau, km et pardon Gaël, pardon. je te coupe, mais je te coupe, pardon, mais quand tu parles de niveau pour faire 350 km, c'est quoi? C'est de la maîtrise technique en fait? C'est la capacité à lire l'aérologie, etc. C'est ça qui Ouais, fait la c'est différence? principalement technique, mais aussi les ailes et l'engagement. Donc, les ailes de parapente sont différentes. Pour faire 350 km, il faut des ailes. Elles sont catégorisées en A, B, C, D, et il faut avoir des D pour voler et faire des gros vols comme ça, parce faut aller plus vite. Mais l'engagement est plus fort dans le sens où si t'as une fermeture, donc un crash, on va dire, où ta voile se bouge un peu et elle se retourne sur elle-même, là, ça va être plus compliqué de s'en sortir si t'as pas les capacités techniques. D'accord. Donc voilà, c'est surtout l'engagement, je pense, qui est important et la technique, forcément, qui va avec. Ok. Donc 350 km, c'est un peu la distance max que mettent les plus engagés. C'est La ça. distance totale que tu avais à couvrir, Slovénie-Nice, c'était quoi? Euh, 1800, je pense. Entre 1005 et 1008. À vrai dire, je sais pas trop. Je sais pas trop. Et
Et donc toi, tu couvrais combien ça représentait combien de... Quelle durée pour toi cette Donc aventure? moi, j'ai mis 34 jours pour faire tout ça. Ah ouais! Donc tu Oh, vois, punaise! c'est très long parce que j'ai eu 20 jours de vent d'ouest. Moi, j'allais à l'ouest, donc des petits vols. Mais voilà, les meilleurs, la X-Alpes, c'est la traversée des Alpes complète en compétition qui existait avant il y a 8 ans. Ça faisait vraiment à peu près ce parcours-là, peut-être un peu moins long. Ils mettaient 8 jours. Donc voilà, parce que ils partent en printemps avec des conditions très fortes, mais des super conditions, et puis ils font des gros vols. Euh, Moi, j'avais mon plus gros vol de la traversée, c'est 115 km. Donc, ce qui est en 7 heures de vol. Donc, ce qui est déjà long, mais même si j'avais fait ça pendant 15 jours, bah, j'aurais mis 15 jours, quoi, pour faire toute la traversée. Et j'ai eu beaucoup de vent d'ouest, qui m'a contraint à changer d'itinéraire. Donc, je suis parti vraiment de Slovénie. Là, j'ai fait 5 jours de 5 jours de vol, vraiment extra, avec des 100 bornes. Et ça, c'était trop bien. C'est à peu près mes gros vols, c'est 100 bornes. Moi, mon plus gros, c'est 250, mais c'est dans des conditions incroyables, une journée particulière. Donc, c'est pour dire que, en fait, faire 100 bornes, il faut des conditions déjà super bonnes pour faire 100 bornes. Donc, j'ai eu des super conditions. Et ensuite, vent d'ouest qui arrive. Et là, beaucoup de choix à faire. J'avais décidé, en fait, je suis parti en suivant les traces de Didier Favre. C'est un monsieur qui faisait du deltaplane dans les années 80 et qui a, lui, mis 3 mois pour faire la traversée des Alpes il est parti depuis la mer vers Nice et il est arrivé jusqu'à Gesenice, là où je suis parti, en Slovénie. Et donc, son objectif principal, c'était de faire la traversée, mais sans véhicule et sans aide, sans téléphérique. Donc, c'était ça aussi mon objectif, c'était pas de faire que marche, vol, et je me suis autorisé à prendre des vélos et à faire du canot, tu vois. Donc, l'idée, c'est vraiment être très, très sobre aussi. C'était à la fois côté environnement, même si voilà, j'aime bien ce côté-là, mais je le promeux pas à fond. C'est pas mon centre dans ce que je dis, c'est pas l'environnement, mais je fais tout pour être dedans. Mais je sais pas je veux pas forcément en parler. C'était aussi pour le côté difficulté, se dire que c'est euh, jusqu'au bout, quoi. Je sais pas, c'est vraiment c'est le plus pur possible, puriste, voilà. D'être pur dans tout cette traversée. Donc c'était du coup après je voulais dire, j'étais en train d'expliquer que le vent est arrivé au bout de 5 jours et là j'ai dû faire un choix de changer mon itinéraire et de partir plus au nord. Normalement on passe par la vallée du Rhône et du Rhin. C'est une grosse vallée en Suisse qui fait 250 km et qu'on peut faire presque en une journée en parapente. Et du coup, moi, j'ai décidé de passer au nord de ça pour être protégé un peu du vent et faire des petits vols de 30 km. Mais si j'étais dans la grosse vallée, j'aurais pas volé en fait parce que c'était trop dangereux. Trop de vent, on peut pas voler ou voler le matin ou le soir. Mais donc j'ai fait ce choix-là de partir au nord et là j'ai découvert des paysages incroyables au-dessus des lacs parce que le nord de la Suisse, c'est fabuleux. Je conseille à tout le monde d'aller là-bas, surtout pour voler parce que tu voles au-dessus de lacs qui sont magnifiques aux heures du coucher de soleil, c'est un truc de dingue. Donc j'ai mis plus de temps, mais c'était quand même trop chouette. Mais du coup, quand tu fais des changements d'itinéraire comme ça, tu repères en avance les zones de posée. Je sais pas quel est le bon vocabulaire, mais tu sais où tu vas te poser à peu près ou Non, pas du tout? quand on part en vol bivouac, donc le vol bivouac c'est vraiment enfin c'est dormir en montagne et voler. C'est le meilleur vol bivouac possible sur 3 jours, par exemple, c'est de décoller en montagne, de poser à un endroit en montagne le soir et de redécoller le lendemain de l'autre côté, face est, mais en ayant très peu marché. Le but c'est de pas marcher. Mais moi, je posais tout le temps en vallée et je remontais tout le temps à pied. D'accord. Et du coup, on sait pas où on pose. En fait, tu sais pas si tu vas faire 100 bornes ou 10 bornes dans la journée. Donc, même s'il y avait 1 kilomètre tu peux pas choisir où tu poses. Mais du C'est coup, trop dur. visuellement, tu cherches quoi pour te poser des champs, Ouais, des champs. Ouais. Des champs, que ce soit, si c'est en montagne, un endroit à peu près pas trop pentu. Et sinon, des champs dans les vallées, ouais. Il y a toujours des champs. Même un chemin, aujourd'hui, quand tu voles beaucoup, tu apprends aussi à poser dans des conditions plus difficiles, on va dire. Mais un chemin à côté d'une route, tu peux le faire, quoi, si t'as pas de câble électrique. C'est vraiment beaucoup
se dire, ok, je vais poser dans 5 minutes, 10 minutes. Tu prends ce temps-là pour observer, regarder le sol. C'est resté encore assez haut et tu te dis, bon, bah, déjà, regarder le vent dans quel sens il est, d'observer s'il n'y a pas des câbles électriques, ce qui est voilà, ce qui peut être dangereux, des barbelés. Et après, tu poses dans le champ et globalement, sur toute la traversée, j'ai fait un posé dans un atterrissage officiel et le reste que dans des zones, que dans des champs parce qu'il y en a partout, en fait. Ça se trouve Ouais. facilement. Mais du coup, tu fais quand même attention à ce que les champs soient proches, je sais pas, justement d'une route, d'un hameau, d'un village, pour après pouvoir te déplacer ou te loger. Au mieux, oui. Au mieux, je regarde sur Internet en vol un autre décollage. Comme ça, je me dis, OK, demain matin, je monterai là. Ça, c'est trop bien quand tu fais ça et tu dis, OK, du coup, je vais me rapprocher par là et je pose là. Et quand il y a un champ, il y a souvent des fermes à côté, hein, ça se trouve facilement. Ou parfois, je sais que je vais marcher, je me fais 10 bornes à pied pour trouver une maison. 10 bornes, ça reste raisonnable pour dormir et le lendemain remonter. Voilà, il y a souvent ce choix-là à faire. Est-ce que je monte ce soir? Est-ce que je monte demain? Sachant que demain, c'est une super condition. Je veux décoller à 10 heures. Ou demain, non, je vole pas avant midi, donc je vais dormir plutôt en bas. Voilà. Donc, ok, donc tu as quand même Internet à l'altitude à laquelle tu voles. Ouais, Enfin, t'es connecté au réseau. presque Ok, tout le temps, ouais. d'accord. Il y a Ouais. sauf en Suisse. Ah Il y ouais? aurait Internet, mais ça coûterait 500 euros de. Enfin, faudrait que je prenne un forfait, quoi. Et je prenais pas de Ok. forfait en Suisse, donc je m'arrêtais pour demander. Euh, J'essayais de faire des screenshots sur presque tout l'endroit où je vais voler pour essayer de voir où je vais poser. Et puis après, de temps en temps, je décollais d'un endroit qui n'était pas forcément un décollage officiel, mais où j'avais repéré un peu que ça pouvait décoller. Ok. Ok, ok. Et donc, typiquement, une journée de vol, quand tu pars pour faire de la distance, alors c'est des questions peut-être un peu bêtes pour les gens qui connaissent, qui ont déjà volé, mais tu manges, tu te ravitailles, tu manges et tu bois en l'air, du coup? Enfin, Ouais. ouais, en vol. Je fais exactement. En fait, je prépare des sandwichs pour le midi. Ouais. Il y en a qui préparent même du couscous et qui le mangent avec la cuillère, mais moi, je pars du principe que je vais devoir être concentré quand même pas mal 2 ans de mon vol, donc faut que ça soit simple. J'ai un camelback avec de l'eau et je peux même pisser, tu vois, en l'air. J'ai un kit spécial pour pouvoir pisser en l'air. Ok. Et heureusement qu'il y a ça, sinon c'est quand tu fais des vols de 10 heures, c'est un peu compliqué. Ouais. Ouais. Ouais, s'il faut descendre juste pour une pause technique à chaque fois, ça peut être compliqué. Ok. Ok, donc faut éviter de se mettre sous un parapente quand le gars est là ou la nana depuis un moment sur un long vol, quoi, parce que potentiellement il y a un largage technique, c'est ça. Ouais, c'est rigolo de dire. Ça me fait marrer à chaque fois que je pisse. Je dis, ah, je pisse sur le monde. T'es passé du coup en Suisse parce que le podcast est pas mal écouté en Suisse. Puis moi j'ai vécu en Suisse, je pense dans une zone, enfin pas très loin de là où t'es passé. C'était quoi les lacs que t'as survolé? C'est le lac de Lucerne. Interlaken, là, donc il y a les Ah, deux lacs, Interlaken, ah ouais, les incroyable. 4 cantons. Ouais, Ouais, j'ai fait les 4 cantons, Interlaken, donc les deux lacs, je sais plus comment ils s'appellent. Et après, il y en a peut-être moins après. C'est ceux-là qui m'ont vachement marqué là. ouais. Ah, Interlaken. En plus, t'es vraiment entouré de montagnes. C'est assez. Il y a quand même Ouais, pas mal de dénivelé des deux côtés des lacs. Hein. ouais. Et là, d'ailleurs, il a plu un peu ces jours-là et j'étais en vélo. C'est assez rigolo, mais je demandais régulièrement aux gens de me prêter des vélos. Et ils me C'est disaient, vrai. mais comment tu fais pour avoir un vélo, Gaël? Bah, je demande un vélo et les gens me le prêtent et je leur dis que je le pose plus loin, soit chez d'autres gens, soit chez des amis. Et, euh, et donc c'était cool. J'ai demandé peut-être 5 vélos, tu vois, même peut-être un peu plus. On m'a même prêté un vélo électrique une fois, où j'ai une grosse journée où il y avait du fun annoncé, donc beaucoup de vent, pas de possibilité de voler. Et c'est le jour où je suis arrivé au Liechtenstein. Donc le gars il m'a prêté son vélo, il allait bosser le lendemain par là-bas. Du coup je suis allé jusqu'à là-bas en vélo électrique. J'ai dû faire 80 bornes, donc tu vois c'est quand même une grosse journée de vélo. Et arrivé là-bas, bah, j'ai rendu le vélo derrière au monsieur, donc c'était trop bien. Punaise. Ok, j'avais jamais entendu ça. Près de vélo, des Ouais, dépôts plus en loin. fait faut juste, Ok. en fait quand t'es légitime, je veux dire, c'est quand t'as une raison de le faire. C'est comme dormir chez l'habitant. Quand je suis en week-end ou quoi et que je peux pas dormir chez l'habitant parce que j'ai pas de raison. Alors que là, j'ai vraiment une raison, c'est je fais la traversée des Alpes, euh, je suis en parapente, j'ai besoin d'avancer. Est-ce que ça vous dérange de me le prêter de là à là? On trouve une solution ensemble, on discute. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui habite là-bas ou est-ce que je peux pas l'attacher avec un cadenas et faut toujours que ça soit un peu du bon sens aussi parce que sinon je ferai du stop. Donc faut pas que faut que ça soit que les gens y aillent.
Faut pas qu'ils se déplacent pour moi, tu vois. Faut que ça soit vraiment dans du bon sens, quoi. S'ils vont par là-bas parce qu'ils bossent, c'est bon. Ouais. Bon, de toute façon, c'est mes règles à moi, je m'autorise comme je veux. Donc, si jamais ça a changé et que finalement ils bossaient plus là et qu'il est venu chercher, je m'en fous. Mais voilà, c'est par principe. J'essaye d'être en accord avec mes valeurs. C'est quoi le moment qui t'a le plus marqué sur cette traversée des Alpes en parapente? Euh, ouais, j'ai fait un de mes plus beaux vols, plus difficiles et je suis allé les plus hauts. Donc, je suis allé à 4400 mètres d'altitude. Ah C'était ouais. un record pour moi. Et j'ai fait 120 bornes. C'était au début du trip et c'était dur. J'en ai chié tout le long du vol. C'était des conditions assez fortes, donc faut être toujours concentré. J'ai eu des points bas où j'ai failli poser. Finalement, j'ai trouvé un petit thermique. Donc les thermiques, c'est une bulle d'air chaud qui se représente par un cylindre qui monte. Et donc, tu dois rester dans le cylindre. Et pour ça, tu t'enroules dedans. Et parfois, ce cylindre-là, il fait 50 mètres d'envergure. Parfois, il fait 300 mètres. Et quand il est petit, donc 50 mètres, on va dire, ou j'en sais rien, 10 mètres, bah là, tu dois tourner beaucoup plus vite, mais pour rester dedans. Et avec le vent, il va être décalé un peu. Donc, tu vas te décaler globalement avec la masse d'air. Et donc là, j'ai eu un moment où j'étais très bas, j'ai trouvé un thermique qui était super fort, qui m'a remonté tout en haut. Et 10 minutes après, j'étais à 4004, tu vois. Donc, tu te fais, waouh, c'était ouf. Et j'ai fini cette journée à 19h30, j'étais encore en l'air à 3900 mètres d'altitude, donc ce qui est assez rare à cette heure-là. Et puis voilà, c'était ouais, super vol. Donc t'as passé la journée à plus de 3000, 3005. Non, parce que tu Ah oui, prends un tu montes, tu thermique, descends, ouais. tu descends, tu montes, tu descends. En fait, tu essayes d'avancer, tu traverses des vallées, tu te retrouves plus bas et des moments où tu te trouves très bas, près du sol. Donc ça dépend où il était. Je crois qu'il était peut-être à 2005, tu vois, là où j'ai eu le point bas. Mais j'étais à 2005 et le sol était à 2005. Enfin, pour dire que j'étais pas à 2500 mètres de hauteur par rapport au Ouais, sol. ouais, t'étais, ok. Et Ok, quand ok. j'étais à 4004, les glaciers étaient à 3009. Donc tu vois, j'étais pas si haut par Waouh. rapport au sol, mais c'était monstrueux. Mais quand tu voles à Ouais. 4004, il fait combien en ressenti? Bah là, c'est une journée assez chaude. En fait, on perd 1 degré par 100 mètres de Par hauteur à 100 peu près. mètres? Ouais. Ouais, ça. Un peu moins. 0,8, je crois que c'est jusqu'à une certaine altitude. Après, ça change aussi en fonction des masses d'air. Mais ce jour-là, il faisait assez chaud en bas. Donc, si tu t'imagines qu'il fait, je sais pas, 25 à 2005, ça fait qu'il fait 15 à 3005. Donc, il devait faire... Bon, non, il faisait froid. Il devait faire 0 degré à 4004, je pense. Mais on est bien équipé. Je mets ma doudoune, j'ai une veste par-dessus, j'ai des gros gants. Les journées où tu voles assez haut, tu essayes d'être très bien équipé quand même. Ouais. Fois, je dis 0, non, je pense même pas. Je pense qu'il faisait un peu plus. En fait, quand il y a de la neige en altitude, je me dis qu'il fait 0. Mais je sais pas si c'est une bonne, si c'est bon ou pas. Quand il y a un glacier, au-dessus du glacier, bien sûr qu'il faisait 0, quoi, forcément. Mais euh, voilà, je saurais pas te dire. Mais un peu froid quand même. Mais en tout cas, t'es équipé, quoi. Ouais. Bah, en fait, au printemps, c'est pire. Là, je suis parti en juillet, mais au printemps, il fait encore super froid, quoi. Il y a Et beaucoup ouais. plus de neige, donc je suis beaucoup plus équipé que ça. Ok. Le... Comment ça... Alors, encore une fois, une question bête, mais comment ça se passe pour les passages de frontières? Parce que même si on est en Europe, enfin la Suisse, c'est pas l'espace Schengen. Donc tu dois te déclarer quelque part, t'as une radio pour annoncer que t'arrives, et ça se passe comment? Et t'as jamais vu en l'air, là, des stations border ils sont Ouais, en montgolfière, tu sais, tu ouais, c'est t'arrêtes, ça. salut! Non, il y a aucun problème, il y a rien à faire. Tu Ok, passes, c'est tout. S'il y avait quelque chose à faire, en tout cas, je ne le sais pas. Mais quand tu passes une frontière en voiture, même France-Suisse, t'es rarement arrêté, quoi. Je crois qu'il y a, enfin, dans le vol libre, on m'aurait prévenu si c'était interdit. Je pense qu'il y a vraiment un truc qui est globalement autorisé. Faut ok, juste, par contre, quand tu voles en Suisse, c'est différent du reste. C'est qu'ils ont besoin, faut que tu aies le brevet de pilote confirmé. Alors qu'en France, le vol libre, par son nom, dit qu'on n'a pas besoin de brevet pour voler en France. ok, Euh, voilà, il y a juste une assurance qui est obligatoire, mais le brevet n'est pas obligatoire, alors qu'en Suisse, il faut le brevet. Du coup, d'accord. moi, j'ai passé mes brevets, mais j'avais pas de souci par rapport à ça. Ok. Ça a été quoi ton sentiment à l'arrivée? Donc t'es allé jusqu'à Nice?
Je passe Ouais, direct à l'arrivée, mais t'as bien réussi à poser à Nice au final? j'ai posé à 30 km de Nice et j'ai terminé avec un vélo d'enfant, pour terminer la dernière descente jusqu'au bout. Et j'ai eu beaucoup de chance, c'était les derniers jours il y avait plus de possibilité de voler derrière parce qu'il pleuvait le lendemain. Donc je suis arrivé pile poil à au moment voulu. En fait, je rebondis juste sur un truc, c'est que j'ai fait la traversée en 2 fois. Je suis parti donc début juillet, je me suis arrêté fin juillet. Enfin, j'ai fait 24 jours en juillet parce que j'avais des obligations en août. J'ai caché un carnet à, en Suisse quand je me suis arrêté. Je me suis arrêté du coup à Lenk. C'est une station de ski qui est à 80 km de la frontière française à peu près. Et j'ai laissé un carnet et quand je suis revenu en septembre, je suis allé rechercher ce carnet-là pour avoir physiquement aussi, voilà, dire vraiment j'ai fait la traversée entière. Donc j'ai repris le carnet et je suis reparti jusqu'à du coup je suis atterri un peu avant Cagnes-sur-Mer et j'ai terminé et du coup je suis descendu en vélo jusqu'à Cagnes. Et là par pureté aussi, j'ai ressorti le parapente. J'ai refait un petit décollage, on va dire, pour me dire c'est bon, je suis arrivé. Et j'étais heureux en fait. J'étais très fier aussi d'avoir fait ça. C'est quelque chose qui est voilà. En fait, je me suis dit mais waouh, j'ai fait la traversée entière. Quand je dézoome sur une carte où j'étais, je fais waouh, c'est énorme. La traversée est trop cool. De le faire sans voilà, j'en ai bavé de pas prendre de véhicule, de pas prendre de téléphérique. J'ai tout fait à force de mes jambes quoi. Et et en fait, de se dire qu'on peut faire des kilomètres comme ça en volant, je trouve ça juste dingue. Je trouve ça juste fou de se dire, ouais, on peut faire 100 bornes par jour en volant, sachant que 100 bornes, c'est pas les mêmes kilomètres qu'en voiture. Hmm. T'imagines bien en montagne, nous, on est à vol d'oiseau et en voiture, bah, tu passerais presque autant, pas autant de temps, mais voilà, tu passerais un temps énorme aussi. Donc c'était ouais de la fierté, un soulagement, surtout. Je suis arrivé un jour avant que ça soit terminé pour les conditions. Et puis, euh, et puis vraiment un bonheur parce que on va dire que tout juillet, j'ai eu ce vent d'ouest qui m'a fait avancer par un petit saut de puce de 20-30 km. Et tout septembre, j'ai fait des vols de fou en fait. C'était pas des conditions énormes, c'était des bonnes conditions pour septembre. Et j'ai volé comme je le voulais quoi. J'étais heureux de voler et j'ai pris un plaisir fou voilà à être en l'air plus que quand j'étais en Suisse, parce qu'en Suisse, j'ai beaucoup marché, j'ai beaucoup fait de vélo, et j'ai apprécié pour d'autres choses la Suisse, mais pas pour le vol. Et pour le vol, vraiment, j'avais besoin de ça aussi pour terminer en beauté, quoi. Excellent. Bah, j'ai envie de te reposer un peu la même question que sur l'expédition précédente. Parce que là, au final, c'était, même si tu l'as coupé, etc., qu'il y a eu beaucoup plus en tout cas, j'ai l'impression, beaucoup plus de contact avec la civilisation qu'au Maroc. Mais qu'est-ce que tu dirais que c'est quoi les apprentissages finalement de cette traversée des Alpes en parapente? Euh, je pense que c'est peut-être là que j'ai encore plus poussé sur l'humain, le bon côté de l'humain, d'apprendre que partout où j'étais, jusqu'en Suisse, je parlais en anglais, donc j'étais un peu dépaysé, on va dire, même si et j'étais accueilli par plein de gens tout le temps, tous les soirs, et même en Europe. Voilà, il n'y a pas qu'au Maroc où on nous accueille. Hmm. Euh, En France aussi, en Suisse, en Autriche. Parfois, on dit que c'est des gens fermés, mais en fait, pas du tout. Peut-être que c'est la manière d'arriver, peut-être parce que j'arrive en parapente dans leur jardin et ils m'accueillent plus facilement. Mais tu vois, c'est quelque chose de fou en fait. Les gens sont tellement heureux de partager un moment avec moi, euh, de, je sais pas si c'est parce qu'ils se disent ouais bah j'ai passé un moment avec un gars qui a fait la traversée des Alpes ou c'est parce que bah ils sont contents d'offrir. Euh, Moi en tout cas je retiens leur sourire, je retiens l'énorme bout de fromage qui me sortent rien que pour moi. Je remarque qu'ils ont déjà fini de manger et que ils me refont cuisiner un de mes plats préférés, un risotto de fruits de mer, tu vois. C'est des moments qui sont uniques pour moi et et qui me rappellent en fait que l'humain est bon et que c'est chouette de partager ces moments avec eux. Donc ça, c'est une grosse, ouais, c'est le plus beau message que j'ai retenu. Euh, Il y a d'autres choses que j'ai retenues, c'est la motivation. Quand on,
quand on part en parapente dans l'objectif de faire la traversée, sans véhicule, on est contraint de marcher avec un sac de 22 kilos, entre 22 et 24 kilos en fonction de... Voilà. Quand je suis parti, au début, c'était 24 kilos et après, quand je suis revenu, j'ai enlevé quelques kilos pour être un peu plus léger. C'est lourd, mais j'ai trouvé dingue le fait que de savoir que j'allais voler, j'étais motivé, j'avais envie de voler, et ben j'étais capable de faire 1000 mètres de dénivelé le matin, poser au milieu de la journée parce que j'avais mal géré mon vol, remonter 1000 mètres et repartir avec un sac de 24 kilos. Et je suis pas quelqu'un, enfin, je suis sportif, mais je suis pas un monstre, tu vois. Et en fait, c'est pas le fait d'être costaud, c'est pas le fait d'avoir beaucoup d'expérience, c'est le fait d'être motivé. Et cette motivation, elle se retrouve dans tous les projets euh, de toute personne, en fait, que ça soit dans le milieu du sport, dans le milieu de l'aventure, mais dans le milieu de l'entreprise. Et ce côté en entreprise de savoir motiver ses employés est tellement important. Savoir comment chaque personne est différente, comment motiver chaque personne. Parfois, ça va être avec un salaire, mais parfois, ça va être avec une reconnaissance, avec des moyens. Quand on était petit, c'était avec des gommettes. Tu vois, c'est vraiment ça cette motivation, elle est tellement importante parce que quand on est motivé, on est heureux. Et moi, ça m'a permis de faire des vols trop bien, des vols à 20 heures, après avoir fait une journée de galère et être là et te dire, mais ouais, c'est là que je veux être. C'est ça que je suis venu chercher. C'est de galérer pendant cette montée, mais d'être là et de voler avec le coucher de soleil au-dessus du lac. Et ouais, j'ai kiffé, quoi. Énorme. En tout cas, quand on t'entend raconter tout ça, clairement, on sent la passion. J'allais dire, ça donnerait presque envie de partir faire du parapente. Pas encore, hein, en tout cas à titre perso, mais je crois qu'il y a encore un peu d'appréhension. Mais qui sait, ça pourrait arriver. Ça pourrait arriver. En fait, j'en avais fait une fois à Annecy, au-dessus du lac, et on était trop lourd avec je sais pas comment on dit, le guide, et donc on n'arrivait pas trop à remonter. Et je me disais non mais là c'est chaud quand même. Si je suis trop lourd pour monter avec le parapente, ça craint. Donc bref, voilà, petite parenthèse. Mais ouais, clairement on sent la passion. Est-ce que ça t'amène du coup est-ce qu'il y a déjà de prochaines expéditions en parapente ou pas d'ailleurs qui sont dans les cartons pour toi? Bah là, j'ai un documentaire que j'aimerais faire sur les états de l'eau. Du coup, je suis en train de préparer tout ça. C'est un documentaire que j'ai envie de faire en région Rhône-Alpes. L'idée, c'est de partir d'un sommet du Mont Blanc et d'arriver à Lyon jusqu'à chez moi en faisant différents défis sportifs et différentes aventures avec différents intervenants. Donc, ce serait du parapente. En fait, c'est les états de l'eau dans ces 3 états, donc solide, liquide, gazeux. Donc parapente gazeux avec un guide de haute montagne. Ensuite, faire de la cascade de glace et du ski jusqu'à la mer de glace. Donc partie solide, on va dire. Avec un glaciologue qui nous apprendrait aussi, qui ouvrait sur sa partie scientifique. Ensuite, descendre de l'Arve en kayak. Là, j'aimerais avoir un photographe animalier. Enfin, j'ai déjà un photographe animalier qui sera prêt à venir avec moi. Et ensuite, le tour du lac Léman en kitesurf. Donc là, qui mêle un peu liquide et gazeux, avec un sportif de haut niveau qui veut battre le record du tour du lac. Et après, descente à vélo jusqu'à Lyon. Plutôt, là, j'aimerais... En fait, c'est artistique, scientifique et sportif. Et donc là, ce serait partie encore artistique comme le photographe, mais j'aimerais avoir un écrivain qui parle à la fois de l'eau, mais aussi avec son côté artistique. Tu vois, un Tesson, une personne comme ça qui pourrait venir, ça serait dingue. Bon, Tesson, c'est peut-être compliqué, mais genre de personnes voilà, qui ont une façon bien à eux de parler et qui rendrait un peu plus artistique ce projet. Génial. Génial. Si les gens veulent suivre la manière dont tout ça se met en place, du coup, c'est quoi le mieux? C'est Instagram? J'ai mon site internet, Gaël Meunier, ou Insta, Gaël Meunier aussi. Ok, trop bien. Mais sur Insta, ouais. Je suis en train d'essayer je me professionnalise de plus en plus. Mon Insta, je le trouve pas très cool, mais là, j'ai eu plein de contacts ce week-end dans des festivals d'aventure, donc pour progresser là-dedans et peut-être déléguer avec des étudiants ou des choses comme ça. Donc j'ai plein de portes qui s'ouvrent et c'est trop chouette. Trop bien. Génial. Et bien écoute Gaël, un grand merci. C'était passionnant de t'entendre parler de tes expéditions, de ce qu'elles t'apportent, de comment est-ce que tu grandis à travers elles.
Est-ce qu'il y aurait t'en as déjà passé plusieurs, mais est-ce qu'il y aurait un message peut-être, tu vois, de conclusion que tu voudrais partager? Osez croire en vos rêves, même les plus petits, et puis voilà, mettez le premier coup de pédale, le premier pied à l'étrier, et lancez-vous. Excellent. Merci beaucoup Gaël, merci. Je mettrai les liens en description pour que les gens puissent suivre la préparation de ta prochaine expédition. Les documentaires à un moment donné seront peut-être disponibles en ligne ou... Il y en a déjà 2 qui sont en ligne sur YouTube. Il y a Lyon-Istanbul à vélo, qui est c'est partagé par le projet Aventure, et Guy Souris sur le Sarek, donc les 20 jours en autonomie totale, qui est aussi sur projet Aventure. Trop bien, génial. Merci Gaël, très bonne préparation de la prochaine expé, et peut-être à la prochaine pour un nouveau récit d'aventure. Merci Loïc, à plus. Merci d'avoir écouté cet échange avec Gaël jusqu'au bout, j'espère que ça vous aura incité à partir vous-même à l'aventure sans avoir toutes les cartes en main. Cet épisode, comme tous les autres, vous a été proposé gratuitement. Tout ce que je vous demande en retour, c'est de m'aider à donner encore plus de visibilité à mes invités en laissant une note 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Pensez également à partager cet épisode autour de vous à toutes les personnes qui aiment les sujets d'aventure, de dépassement, de résilience, de sport, etc. Si vous voulez m'envoyer des suggestions d'invités ou des feedbacks, vous pouvez le faire sur le compte Instagram du podcast, lesfrappés.podcast, ou par email à hello@lesfrappés.com. Excellente semaine à vous les frappés.